Cette hebdo, édition du dimanche 16 janvier 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Coupe d'Afrique des Nations oblige. Ce dimanche, cette hebdo se consacre principalement au sport. On parle de la compétition qui se déroule au Cameroun, de son lancement le 9 janvier au stade Olembe à ce jour. Cérémonie d'ouverture, place du président de la FECAFOOT, présence et association des influenceuses, performance des équipes, stade vide, mesures pour y remédier et bien d'autres. On dirait également un mot de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec la récente mort du sénateur SDF Henri Kemende abattu en pleine rue. Donc pour parler de tous ces sujets, nous avons deux invités sur le plateau et deux invités en duplex. Georges Mbimbe, il est le rédacteur en chef de Radio Sport Info RSI. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à tous les téléspectateurs d'STV et merci de m'avoir invité. Face à vous, Jean-François Eyenga, c'est un homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Bonjour et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, merci une fois de plus. Je salue déjà mon copanéliste et les autres, ainsi que vos multiples téléspectateurs. De l'autre côté, nous avons Bernard Tchoutan, international camerounais, champion d'Afrique en 2000. Bonjour Monsieur Tchoutan, vous êtes là. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour au panel, bonjour surtout plaisir à tout que j'ai pu faire. À côté de vous, Anthony Plat, c'est vrai que le son n'était pas top. À côté de vous, Anthony Plat, journaliste, commentateur, producteur. Bonjour Monsieur Plat et merci d'être là ce dimanche. Bonjour Léla, avec plaisir. Bonjour à Georges et à Jean-François, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Et à Bernard Tchoutan, que vous êtes très heureux de retrouver ce dimanche. Et Bernard aussi, bien sûr. Alors, on va y aller direct dans le vif du sujet avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule, vous le savez, depuis le 9 janvier au Cameroun. On commence par vous, Georges. Comment est-ce que vous appréciez le déroulé de la CAN jusqu'ici? Je parle notamment de l'organisation. Pour le moment, je pense qu'on peut difficilement dire que les choses se passent mal. Parce que avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment concernant le stade d'Olembe, notamment concernant la question du pass sanitaire. On y reviendra, je suppose. Donc on avait quelques appréhensions sur la capacité que le Cameroun a non seulement organisé cette Coupe d'Afrique des Nations, mais à l'organiser comme beaucoup de gens l'imaginaient, c'est-à-dire peut-être la meilleure Coupe d'Afrique des Nations qu'on ait organisée jusqu'ici. Donc pour le moment, on peut se dire, quand on voit ce qui se passe dans les stades, quand on voit ce qui se passe comme ferveur, qu'on peut subodorer de ce qu'il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre sur le plan organisationnel. Cependant, effectivement, comme tout type d'organisation, il y a évidemment des choses à revoir, notamment sur cette question du vaccin ou encore sur d'autres aspects liés à, ils sont là remarqués après le match d'ouverture, c'est-à-dire la présence du public à l'intérieur du stade. Là, effectivement, je pense qu'il y a des choses à revoir. Je vois que récemment, au niveau du gouvernement, on essaie de faire 2 ou 3 choses. Mais simplement, je pense qu'on aurait aussi pu faire ces 2 ou 3 choses avant le début de la compétition. On aurait pu anticiper. Donc, globalement, il n'y a pas de quoi, je pense, crier au loup. Pour le moment, tout se passe plutôt bien. Maintenant, il y a aussi forcément 2 ou 3 choses qu'on peut améliorer et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors, Bernard Tchoutan, vous avez eu l'occasion de vivre à la télévision cette cérémonie d'ouverture. Et en tant qu'athlète de haut niveau, vous avez vécu des cérémonies du genre par le passé. Est-ce que vous direz que le Cameroun a réussi son pari avec la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations? Sans aucun doute qu'on doit se féliciter, tout Camerounais, de voir un si beau événement. Franchement, il faut le dire. Moi qui ai la chance de vivre quelques Coupes d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud, c'était pas mal, avec Nelson Mandela, mais c'est vrai qu'au Cameroun, on a fait fort. Je pense qu'on pourrait être fier, on peut se tomber le torse. On a fait une très très belle cérémonie d'ouverture et j'espère qu'on aura aussi une très belle finale à la fin. Alors, Anthony, il y a cet art et magouille que vous releviez durant le CHAN. Est-ce que jusqu'ici, on a pu éviter de retomber dans ces travers? Oui, bon après, vis-à-vis des tests Covid, ça reste quand même assez compliqué. Pour les sélectionneurs surtout, je pense. La CAF savait qu'il fallait être performant sur ces tests et on peut voir, notamment sur la première journée, qu'ils ne sont pas toujours au niveau où on a des sélectionneurs qui arrivent en conférence de presse et qui ne savent pas encore quels joueurs ils vont avoir à disposition. Donc, pour préparer un match de ce niveau-là, c'est jamais facile, c'est jamais évident. Je pense que la CAF doit travailler vraiment là-dessus parce que pour les joueurs, pour les sélectionneurs, c'est toujours au dernier moment. C'était le cas pour les Comores.
On avait Patrice Baumel aussi de la Côte d'Ivoire qui nous disait qu'ils avaient passé les tests plus de 24 heures avant, ils n'avaient toujours pas les résultats. Donc c'est un petit peu difficile, mais je pense que ça peut progresser au fil de la compétition, surtout quand les gros matchs vont arriver. Par exemple, le Cap-Vert a appris hier que son sélectionneur était positif à la Covid, donc c'est le prochain adversaire des Lions indomptables. Il y a quelques joueurs qui sont de retour pour eux, un qui est testé négatif, donc ça leur laisse encore un petit peu le temps de se préparer en fonction de ça. C'est difficile pour tout sportif de haut niveau, mais on est obligé de s'adapter aussi à la situation sanitaire qui n'est pas des plus évidentes, et on peut le voir, c'est le cas partout dans le monde. En fait, la difficulté vient surtout du Covid, de la situation sanitaire, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite, après ça, sur les tests, je pense qu'ils n'étaient pas complètement prêts, que ça manquait peut-être aussi un petit peu de rigueur, parce qu'au début, ça a commencé avec le Burkina qui s'est plaint. Moi, je commençais à me dire, ça va commencer, ça renvoie encore une image négative par rapport à la compétition. C'est là qu'il faut vraiment essayer d'appuyer. Donc, sur la première journée, c'était très moyen. Là, j'ai l'impression que ça commence à venir un petit peu dans le rythme et un petit peu mieux. Comme ça, les entraîneurs, les sélectionneurs, le staff, les joueurs ont la possibilité de se préparer un peu mieux par rapport au match. J'ai pris l'exemple des Comores tout à l'heure, c'était l'un de leurs meilleurs joueurs. Et on ne pensait pas qu'il serait titulaire pour le premier match. Finalement, ils ont eu les résultats 1 heure ou 2 heures avant et il a été aligné. Il a pu débuter la rencontre. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile quand on veut pratiquer le football professionnel, et j'insiste sur ce mot-là, au plus haut niveau, parce que la CAN, c'est un tournoi international. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il était difficile, Jean-François Yenga, de parler football finalement sans y mêler un tout petit peu la politique. On a quand même cette association des influenceuses à la compétition, notamment celles venues de l'étranger. On se souvient du face du patron du cabinet civil de la présidence qui a fuité. C'est vrai que certains ont essayé de l'ériger en faux, mais ce dernier demandait au SGPR de prendre des dispositions pour l'arrivée au Cameroun de ces dames, prise en charge aux frais du contribuable camerounais. Qu'est-ce que leur bref séjour en terre camerounaise a bien pu apporter à la compétition? Oui, il est là. Vous savez, la CAN se joue sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans, c'est-à-dire sur le plan footballistique, nous allons au stade, il y a beaucoup d'enjeux après les matchs et tout. Et aussi, nous devons faire vivre la CAN à partir de ces influenceurs qui, vous savez, par moment, lorsque vous n'êtes pas... Vous avez remarqué que je mets l'accent sur les influenceuses venues de l'étranger. Oui, venues de l'étranger. Bon, vous savez, en charge aux frais du contribuable camerounais. C'est bel et bien normal. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous n'êtes pas camerounais. C'est la même chose qu'on fait avec des jeunes là qui aident, qui sont des volontaires. On les fait venir par bus, par-ci. Il faut comprendre que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur du Cameroun, vous restez camerounais. Et que le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Que vous soyez, c'est pas parce que vous n'êtes pas étiqueté, par exemple, comme Samuel Eto'o, comme Patrick Boma, que le Cameroun n'aura pas. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez par exemple le travail que font certains artistes et influenceuses sur le net actuellement. Ça, ils font rehausser, ils font vivre la CAN d'une autre manière. Donc leur présence a un impact. Sauf que aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il peut donc y arriver que parmi, si on fait venir 100 personnes, qu'il y a peut-être deux personnes qui s'égarent. Le fax parlait de 3 personnes spécifiques. Oui, voilà, spécifique parce que vous vous attardez sur le fax. Mais sinon, ils sont nombreux, elles sont nombreuses qui sont venues de l'extérieur pour nous faire vivre la CAN autrement. C'est par là que je voudrais... Est-ce que ce autrement-là, est-ce que ça a permis de rehausser l'image du Cameroun? Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit durant cette compétition, vendre à l'extérieur l'image du Cameroun aussi. Oui, vous savez, chacun aperçoit... De la plus belle des manières. Oui, chacun conçoit comme il veut concevoir. Vous comprenez un peu, comme j'aime toujours à le dire. C'est pas lorsque vous allez chez un technicien, il parle chez un mécanicien, il vous parle d'injection, que lorsque vous irez chez un médecin, il vous parlera d'injection. Mais ce ne sera pas le même injection. Donc, chacun conçoit, vous concevez ces influenceuses comme vous voulez concevoir. Moi aussi, je vais concevoir ces influenceuses comme moi je voudrais concevoir, puisque après la CAN, il y a le show. Et tout le monde veut vivre ce show-là. Bien évidemment, si vous n'aimez pas le show, vous n'allez pas comprendre pourquoi les influenceuses... En gros, vous n'aviez pas de problème avec ce que les uns et les autres ont décrit à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Moi, à mon niveau, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je suis qui pour remettre en
cause ce que les gens se sont assis pour penser. Ah d'accord, donc c'était ça l'idée lorsque le directeur du cabinet civil, c'était ça exactement l'idée, ce qu'on a vécu à l'hôtel Hilton. Je ne suis pas dans ces idées, vous comprenez? Mais ce que je sais, c'est que dans la cartographie de l'organisation de la CAN, il y a aussi du mouvement dedans. Et lorsqu'on a pensé au mouvement, on a fait venir beaucoup de gens. Pourquoi vous voyez seulement les influenceuses? On a fait venir beaucoup de personnes. Il y a, je vais peut-être les citer, il y a les Sifa, les Manibela, les autres dames là qui ont été invitées. Et d'autres personnes aussi qui sont arrivées. Maintenant, lorsque vous arrivez, chacun choisit son choix de vie. Vous pouvez faire ce qui est normal et par moment aussi en solo faire ce qui est anormal. Sauf que tout ça entre dans la canne. Et comment est-ce qu'il faut lire le fait qu'on les ait rapidement renvoyés finalement à l'étranger? Oui, vous savez, le gouvernement camerounais est à l'écoute de ses enfants. Vous allez voir tous ces temps-ci, vous avez vu par exemple avec le lion au niveau de l'Embe, lorsque nous avons commencé par dire aux réseaux sociaux que bon, nous n'avons pas besoin de ce lion, vraiment changer ce lion, le lion est parti. C'est la même chose lorsque les Camerounais se lèvent, parce qu'il faut d'abord comprendre, c'est pour ça que j'aime à l'expliquer, que le RDPC n'est pas au pouvoir au Cameroun, le RDPC est proche du pouvoir, parce que le RDPC est proche des Camerounais. Donc lorsque les Camerounais pleurent, nous comprenons. Elles sont tout simplement parties, pourquoi? Parce que les populations ont dénoncé un certain nombre de tares et le gouvernement a compris les populations. Alors Bernard Choutan, avant Georges, qu'est-ce qui gênait véritablement? J'imagine que depuis l'étranger, vous avez également eu l'occasion de suivre cette actualité. Qu'est-ce qui gênait avec la présence de ces dames? On se souvient justement de la forte polémique qu'a suscité leur arrivée au Cameroun. Monsieur Yenga, je suis triste de vous entendre dire que c'était une très bonne idée. Il faut savoir, vous savez, au Cameroun, notre problème, c'est qu'on aime toujours paraître. Il faut être. Être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dire ce qui est bien, ce qui est mal. Là, c'était une mauvaise stratégie. Moi, je le dis parce que tout simplement, si vous regardez en région parisienne, c'est ma région parisienne, le nombre d'anciens footballeurs. J'ai entendu mon grand frère Kanabi dire il y a quelques jours que voilà une Coupe d'Afrique des Nations. En région parisienne, il y a une cinquantaine d'anciens footballeurs. Combien ont été convoqués? Combien ont été invités? Même pas un seul ancien footballeur camerounais. Vous comprenez? Donc, si vous voulez inviter des gens qui peuvent porter, qui peuvent hausser la Coupe d'Afrique des Nations, qui peuvent parler football, si vous pouvez inviter des influenceuses, vous pouvez inviter, mais quand on invite ces influenceuses, on invite des influenceuses qui connaissent le ABC d'abord du foot, le ABC du sport, et qui peuvent parler, qui peuvent hausser l'idée le drapeau du Cameroun. Moi, ces dames, je n'ai rien contre elles, mais quand je regarde ce que ces dames ont porté au niveau des réseaux sociaux, c'est plus négatif que positif. Donc, quand on a dit ça, maintenant chacun a le droit d'inviter qui il veut, mais on ne peut pas inviter des influenceuses qu'on estime porter le drapeau, porter la Coupe d'Afrique des Nations à un niveau international et ne pas dire que l'image qu'ils ont portée peut être négative. Peut-être l'idée au départ était pas mal. Moi, je dis pas mal. Je dis pas non. L'idée peut-être n'était pas mal au départ. Mais après, quand on voit les actes, on peut dire que c'est négatif, M. Lenga. Je vous ai pris l'exemple de M. Kanabik. Je vais vous prendre beaucoup d'autres exemples. Il y a des Camerounais en Europe qui font des choses extraordinaires dans la médecine, qui font des choses extraordinaires dans le sport. On a des grands frères qui sont des grands avocats internationaux qui sont aux côtés de Marseille, qui travaillent à l'Olympique de Marseille, qui portent le football camerounais à l'étranger comme personne. On peut aussi inviter ces gens. On ne demande pas d'inviter que les footballeurs. Vous pouvez inviter d'autres personnes, mais des personnes qui ont au moins d'alentour du football, qui connaissent la gestion du football. Ces dames-là, elles ne connaissent même pas le ABC du football. Si vous leur demandez quels sont les noms des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, elles ne connaissent même pas 5 noms des joueurs. Vous estimez que ces dames peuvent vendre l'image de la Coupe d'Afrique nationale. Moi, je trouve que non. Et à la fin, bon, comme on dit souvent, vous savez, parfois, on peut partir d'une bonne idée et après, l'idée doit être négative. Mais quand l'idée est négative, on doit reconnaître l'idée négative pour mieux faire la prochaine fois. Alors, Georges, est-ce que jusqu'ici, vous percevez la nécessité d'avoir associé ces influenceuses à la compétition? Non, je comprends l'embarras de Jean-François que j'ai semblé lire un tout petit peu tout à l'heure quand vous avez posé la question et même sur les relances. C'était une très mauvaise idée, Léla. C'était une très mauvaise idée parce que le souci aujourd'hui avec la notion d'influenceuse ou d'influenceur, c'est qu'on ne sait plus exactement qui est influenceuse et qui est influenceuse. C'est-à-dire, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est difficile de percevoir le profil exact des influenceuses ou des influenceurs. Et puis, quand on dit influenceuse, ce que vous venez influencer, alors, dans le cas d'espèce, c'était qui la cible? Parce que si la cible, c'est le Camerounais,
Donc, c'est-à-dire, si l'idée, c'est d'amener le Camerounais à aimer une Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire à aimer quelque chose qui a trait au football, c'est-à-dire le football qui est totalement sincère, qui est en même temps ce qu'on pourrait considérer comme le pium du peuple, moi je pense que c'est du tintamarre simplement. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas amener les Camerounais à aimer le foot. Les Camerounais aiment naturellement le foot. Donc, c'était une très mauvaise idée. Ou alors, parce que tout à l'heure, j'ai écouté Bernard dire dans le fond l'idée. Non, moi je pense que dans le fond l'idée même n'était pas. Parce que j'ai eu le sentiment au moment qu'il y avait autre chose derrière ce qu'on nous a vanté. Parce que je dis encore que si l'idée c'est d'influencer les Camerounais, c'est-à-dire les amener à s'intéresser au football, principalement à ces Coupes d'Afrique des Nations, ce n'était pas nécessaire. Ils aiment naturellement le football. C'est connu. C'est-à-dire que le football au Cameroun, c'est comme l'opium. Tout le monde aime le foot. Donc, là, moi, je connais pas, je n'ai pas compris et je comprends toujours pas qui était la cible de ce procédé-là. Bon, si je pars du principe que ce n'était pas les Camerounais, à partir de ce moment, on peut donc se poser les questions de fond. Parce que, regardez bien le profil de celles qui sont venues au Cameroun comme influenceuses. Honnêtement, moi, j'ai toujours des difficultés à comprendre ce qu'on veut faire de notre pays. Parce que si il y a des enfants qui sont influencés par ces personnes-là, je suis comme tout le temps, je n'ai rien contre ces gens. C'est pas une affaire personnelle, mais je trouve qu'à un moment, il faut qu'on sorte de ça dans ce pays. C'est-à-dire que si on veut projeter une certaine image, si on veut faire rêver nos enfants, si on veut donner une certaine direction à nos enfants, je pense qu'il y avait beaucoup, c'est-à-dire on avait d'autres profils pour vendre cette Coupe d'Afrique des Nations. Lui, il a parlé des anciens joueurs. Au moment où je vous parle, sur le plan médiatique, dans le principe de véhiculer davantage et de promouvoir davantage ces compétitions, et il y a une réunion qui s'est tenue au ministère de la Communication qui allait dans le sens de quadriller en prenant des médias qui allaient relayer des spots et tout le reste. Au moment où je vous parle, on a sorti la liste des médias, mais rien n'est fait. Il n'y a pas de spot, il n'y a rien qui est fait. Mais on a quand même trouvé bon de faire venir des dames, et vous avez bien fait de le dire aux frais du contribuable camerounais, depuis Paris et tout le reste, pour venir, je ne sais pas trop quoi faire au Cameroun, et puis repartir comme ça. Non, moi, je trouve que c'est dangereux. Et comme il disait tout à l'heure, il faut faire très attention à ce genre de choses. Parce que tout à l'heure, Jean-François semblait prendre cela à la légère, un tout petit peu. C'est ce que j'ai cru ressentir quand je l'écoutais. Non, il ne faut pas prendre ce genre de choses à la légère. C'est très dangereux ce que le gouvernement a fait. Et puis, je pense que à un moment, il faut reconnaître, qu'on soit du RDPC ou du SDF, qu'on a le droit de se tromper. C'est-à-dire, on peut se tromper. Et quand on se trompe, il faut assumer. On dit on s'est trompé. Tout à l'heure, quand on reviendra sur quelque chose qui a beaucoup plus trait aux sportifs, je reviendrai encore sur le fait que quelque part, on s'est encore trompé. Parce que le gouvernement aussi s'est anticipé. C'est sentir, c'est flairer le coup. Ils auraient dû comprendre depuis le départ que c'est une très mauvaise idée. Et puis, ils ont tenu une réunion au MICEP où ils ont associé ces influenceuses à des journalistes sportifs qui travaillent sur le digital. Et on a mis ça sur le coup d'une réunion entre le MICEP et les influenceurs et influenceuses. À l'intérieur, vous trouvez des journalistes, à l'intérieur, vous trouvez des dames dont je ne connais pas exactement ce qu'elles auraient fait. Non, je trouve que tout ça, c'est pas bon et c'est une très mauvaise idée. J'espère qu'ils ont tiré les leçons de ce genre de choses parce que ça ne nous aide pas à aller là. Alors, Anthony, un autre fait qui a beaucoup fait jaser, c'est justement l'absence du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, à la tribune d'honneur au stade Olembe, c'était le 9 janvier, lors justement du lancement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que vous interprétez cette absence-là, vous qui n'êtes pas camerounais? Moi, je pense qu'il a beaucoup de travail sur l'une de ses dernières sorties. Je pense que ça s'est vu. Son absence, ouais, c'est à lui qu'il faut la demander. Moi, pour l'interpréter, je suis rien pour juger Samuel Eto'o pour le coup. Je pense qu'il a un grand défi à relever avec un championnat qui va reprendre. Je veux dire, comment est-ce que vous avez, qui est très important. Donc, moi, par rapport à ça, je veux dire, Samuel Eto'o, je crois qu'il était au stade. Peut-être pas là pour s'afficher, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de s'afficher de nos jours? J'ai un peu l'impression qu'on fait beaucoup de polémiques pour pas grand-chose. Il faut se concentrer sur les faits, sur le travail qui est accompli. Et je pense qu'au niveau du football local, au Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire parce que le potentiel est énorme. Je veux dire, ça ne pose pas de problème qu'il n'ait pas été aux côtés du président de la CAF, à la tribune d'honneur où était également le président de la République, mais dans une loge bien à l'extérieur, bien à l'écart. Samuel Eto'o a fait quelque chose sur le continent qui est assez particulier. Seul Georges Weah avait réussi à aller aussi loin à son époque. En termes d'instance, Samuel Eto'o, c'est un ancien joueur, un footballeur qui dirige une instance, celle du Cameroun.
savez, la CAN, il y a la FIFA, il y a la CAF aussi, qui ont eu pas mal de réunions, notamment au Qatar, avant le début de l'événement, pour essayer de le repousser, de le faire glisser à nouveau. Samuel Eto'o s'y est opposé. Et on peut voir qu'il a eu raison aujourd'hui, parce que la CAN reste intéressante et on ne peut pas continuer de l'annuler éternellement, puisque la prochaine, c'est en Côte d'Ivoire durant l'été 2023. Donc, il y a une Coupe du Monde, entre-temps, qui va se jouer en décembre. Donc, pour moi, il y a des manœuvres politiques au sein des instances du football mondial. Il ne faut pas oublier que le football, on peut être amateur, passionné, ça reste d'abord un spectacle, ça reste d'abord un business. C'est comme un chanteur qui monte sur scène, un comédien qui monte sur scène, et à la fin, c'est faire de l'argent. Sauf que les footballeurs, représentés par Samuel Eto'o, vont peut-être avoir des demandes un petit peu différentes et peut-être casser ce business. Donc vous avez vu, il y a une coupe arabe, il n'y a pas longtemps, organisée au Qatar, avec la FIFA qui était bien derrière. Vous savez, le continent africain peut, d'ici quelques années, peut-être se séparer. Est-ce qu'on va avoir les nations nord-africaines comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qui vont dire, écoutez, financièrement, la coupe arabe, c'est plus intéressante, on va y mettre l'équipe A, et la CAN, on va vous y envoyer l'équipe B, ou peut-être les locaux, ou encore les moins de 23 ans. Donc, moi, je pense que ça reflète, justement, peut-être quelques divisions qu'il peut y avoir au sein de la CAF, et je ne crois pas que dans ces grandes instances-là, Samuel Eto'o ait eu énormément de soutien. Est-ce qu'on doit comprendre, est-ce qu'on doit justement comprendre que Samuel Eto'o gêne certains intérêts? Si je m'arrête sur les manœuvres politiques dont vous parlez, est-ce qu'on doit comprendre qu'il gêne certains intérêts? Ah, tout à fait. Mais il faut comprendre que dans le monde du football, que ce soit, on se plaint qu'en Afrique, on a seulement 5 nations qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Mais pourquoi? Parce que vous avez les Européens, les Sud-Américains qui ont un gros avantage et qui veulent le garder. Donc sur le continent africain, c'est la même chose. Quelles sont les nations qui ont ce gros avantage? Ce sont les nations de l'Afrique du Nord, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Ils vont tout faire pour conserver cet avantage. Et cette rivalité-là avec l'Afrique subsaharienne, elle date pas d'hier. C'est une histoire assez ancienne. Donc évidemment qu'il y a des intérêts. On veut nous proposer une Coupe du Monde tous les 2 ans. Moi, je connais personnellement le président de la Professional Footballers Association en Angleterre. C'est un ancien. Il a joué avec les jeunes de la RDC. Il est né en Europe, mais il avait déjà fait le choix de représenter la nation africaine quand il était jeune et à l'Académie de l'Atlético de Madrid. Et lui, il m'a dit clairement qu'il est complètement contre cette Coupe du Monde tous les 2 ans. Parce que les joueurs, on leur en demande de plus en plus. On vous parle aujourd'hui, on vous en met plein les yeux avec les Lionel Messi, les Cristiano Ronaldo. Oui, ils battent ses records. Mais pour Cristiano Ronaldo, par exemple, qu'est-ce que quelqu'un comme Eusebio penserait? Eusebio, il jouait pas contre des équipes comme l'Azerbaïdjan, il jouait pas autant de matchs à cette époque-là. Et on peut sentir aussi que physiquement, pour les joueurs, c'est difficile. Depuis la reprise, après l'interruption avec la pandémie de la Covid-19, les joueurs sont soumis à un calendrier d'enfer. Et ils jouent quasiment 2, voire même 3 fois par semaine. C'est gigantesque. Donc, non, je pense qu'il peut gêner, bien évidemment, avec le plan qu'il a. Les choses qu'il souhaite réaliser, il peut gêner certains intérêts. N'oubliez pas qu'en Afrique, on veut créer la Super League, qui a été rejetée en Europe, mais Super League en Afrique qui serait soutenue par la FIFA. Combien de nations ouest-africaines ou centrafricaines sont représentées parmi les clubs retenus? Vous verrez qu'il y en a très peu. Alors, Jean-François Yenga, avant Bernard Choutan, la mise à l'écart de Samuel Eto'o fils, comment est-ce que vous l'interprétez? Bon, moi, je ne vais pas parler de mise à l'écart de Samuel Eto'o. Je vais tout simplement vous expliquer que vous ne faites pas le distinguo entre un bureaucrate et un homme de terrain. Samuel Eto'o, c'est un praticien, c'est un homme de terrain et il nous sert beaucoup, ses intérêts. Qui est aussi le président de l'Africa Foot. Oui, qui est aussi le président de l'Africa Foot. Ce que vous avez donc oublié, c'est que est-ce qu'il y avait un autre président de fédération qui était installé là-bas? C'est le Cameroun qui recevait. Oui, justement, c'est ce que vous attendiez, vous les journalistes, qu'on installe Eto'o et puis on dit, ah, donc comme c'est au Cameroun, on a installé seulement le président de la Fédération camerounaise de football. Ça ne se passe pas comme ça. Si on installe déjà le président de la Fédération camerounaise de football, on doit installer le président des 24 fédérations. Nous accueillons la CAN, nous n'organisons pas la CAN. La CAN est organisée, l'organisation spécifique de la CAN est faite par la CAF. Ça veut dire que les 24 nations qui sont qualifiées, si on décide d'installer un président de la fédération, on va installer tous les présidents de fédération. Dès que j'ai dit ça, Eto'o, vous savez, Eto'o par moment à la mi-temps descend pour l'encadrement des joueurs, pour aider le coach dans l'encadrement des joueurs. Donc il ne pourra pas être assis avec le président de la République, le président de la FIFA et se lever n'importe comment, le protocole ne permet pas. Eto'o aime bien cela, apporter un plus lors du jeu. Et maintenant, vous avez vu Eto'o, il a ses invités.
il a ses invités, il a ses amis et il se sent à l'aise. Donc moi, je ne crois pas qu'il a été mis à l'écart. C'est que c'est la place d'Eto. Eto est là où il faut, puisque Eto aime suivre. Il sait que si ça ne va pas au stade, il va descendre pour titiller le coach et dire au coach, comme le fait tout le monde. Didier Drogba, vous avez vu avec la Fédération ivoirienne de football, il va descendre, il va mener son apport. Donc Eto n'est plus dans l'air des agitations. Eto a été vu partout. Eto a été vu comme champion, meilleur buteur en Espagne, il a été vu comme champion d'Afrique, il a été vu même en Ouzbékistan. Je ne sais pas pourquoi Samuel Eto'o sera encore agité à venir se présenter sur les caméras. C'est comme si on vous disait, vous Lila, que vous n'êtes pas sorti dans la caméra, alors que vous êtes à la télé chaque jour. Ça va vous faire quoi? Donc vous trouvez qu'il y a le mieux à faire. Vous voyez, il y a mieux à faire que venir s'installer là parce que c'est une cérémonie d'ouverture. C'est un match où le président de la République y est, le président de la CAF y est et le président de la FIFA, et votre pays doit gagner à tout prix et à tous les prix. Donc vous devez apporter beaucoup à votre pays et toi donc trouver mieux se mettre en retrait pour apporter un plus à Georges son Biblé, pays. le président de la FECAFOOT, on parle justement de sa présence ou non à la tribune d'honneur. Non, moi je suis surpris. Vous savez, on est dans une émission de grande écoute là. Je suis surpris un peu par les déclarations de Jean-François quand il dit que s'il faut mettre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, il faut mettre les autres présidents de autres fédérations. Il n'y a aucune conditionnalité. Par contre, c'est très inquiétant que d'ailleurs pour une cérémonie d'ouverture, parce que il faut qu'on se comprenne. Les organisations comme la CAF, comme la FIFA, traitent directement avec les fédérations. Et là, en l'occurrence, Eto'o incarnait la Fédération camerounaise de football, qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, que Eto'o ait délibérément choisi d'aller se mettre dans un stand d'une marque de la place sans publicité, c'est une chose. Pour éviter certaines susceptibilités, ça je peux comprendre, c'est tout à fait de son droit. Parce que j'étais au stade ce jour et d'ailleurs ça nous a tous étonnés. Après, on a eu quelques éléments de réponse. On vérifie encore jusqu'à présent, pour être tout à fait honnête avec vous, qui, évidemment, si le chef de l'État est là, attention aux images, aux caméras et tout ça, parce que la star, naturellement, au-delà des joueurs, c'est le chef de l'État. Et le rapport émotionnel qu'Eto'o a avec le public camerounais, ça peut faire un peu désordre. Ça peut être un élément de réponse. Je ne dis pas que c'est ça. Mais quand on me dit que Maître Eto'o là, ça aurait posé problème, parce que ça aurait supposé qu'on aille chercher les présidents des fédérations et tout le reste, non. Ça, par contre, c'est pas vrai. Eto'o avait, dans un tout autre cadre, naturellement, en tant que président de la Fédération camerounaise de football, le droit d'être là. D'ailleurs, où il n'aurait pas dû être, parce que ça aussi, j'ai suivi tout à l'heure Jean-François le dire, c'est de descendre à la pause pour aller, non, les descentes d'Eto'o jusqu'ici, dans le vestiaire des Lions, c'est après le match. Il ne le fait pas avant ou durant le match, il le fait après. Donc, je pense que ceux qui ont été un peu, pas gênés forcément, mais qui se sont posé la question de savoir pourquoi Eto'o n'était pas là, c'est un questionnement tout à fait logique et compréhensible, parce qu'il aurait dû être en tribune d'honneur, parce que le candidat qu'il a battu à l'élection présidentielle était là, était juste derrière. C'est vrai qu'il était là en tant que membre de la Confédération africaine de football, mais il était là. Donc Eto'o avait totalement et pleinement le droit d'être là. Est-ce que c'est lui qui a choisi délibérément, peut-être pour ces questions d'image dont j'évoquais tout à l'heure, de se mettre quelque part à l'écart. Il y a un programme officiel qui a où il n'y avait pas son nom. Et c'est ça aussi que voilà. Et ça aussi c'est quelque chose de pas compréhensible, parce que le document qui a fuité sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu le nom de Samuel Eto'o en tant que président de la FECAFOOT. Donc je pense que donner l'impression ce n'est rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Eto'o avait totalement le droit d'être là. Le document officiel aurait dû avoir le nom du président de la Fédération camerounaise de football qui accueille la Coupe d'Afrique des Nations chez lui à domicile. Donc le débat qui consiste à dire que non, c'est une distraction, non, c'est pas grand-chose, non, il faut pas, non. Il y a eu un problème. Maintenant, est-ce qu'il faut grossir le problème? Ça dépend de quel bord on se situe, mais de là à dire que si Eto'o était là, il fallait absolument que les autres présidents de la Fédération, non, c'est pas vrai. Il aurait dû être là. S'il avait souhaité être là, c'était tout à fait logique qu'il soit là. Bernard Chotan, distraction ou pas, la présence ou l'absence de Samuel Eto'o à la tribune d'honneur le 9 janvier? Je pense que nous devrons, nous Camerounais et Africains, ne pas accepter ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer pourquoi.
dans les élections de la présidence de la Fédération camerounaise de foot. Vous savez, chaque fédération qui passe aux élections et qui a un président qui est élu, la CAF et la FIFA font toujours un courrier joint pour féliciter le candidat. Est-ce que Samuel Eto'o a eu un courrier joint? Jamais. La CAF n'a jamais félicité Eto'o. La FIFA n'a même pas félicité Eto'o. Ça, c'est une bêtise. Ça, c'est une erreur. Mais personne ne remarque ça. Aujourd'hui, la CAF comme la FIFA ne sont même pas du tout, et même pas un instant contents que Samuel Eto'o soit président de l'Africa Foot. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un professionnel. Il va travailler. Et comme Anthony a dit, il va aller contre les intérêts de la FIFA et contre les intérêts de la CAF. Et peut-être un futur président de la CAF. C'est de tout. C'est dans leur rôle, ils sont dans leur rôle aujourd'hui de faire en sorte que Samuel Eto'o soit le moins vu possible. Et comme il a dit, M. Enga, c'est vrai que le protocole est fait par la CAF, mais bien sûr avec les dirigeants camerounais. Le protocole de la CAF ne peut pas être fait sans l'accord de nos dirigeants. Maintenant, je dis une chose qui est simple. Quand vous regardez le protocole qui a été fait et que le nom de Samuel Eto'o n'apparaît pas, ce n'est pas normal. Mais si nos dirigeants l'acceptent, c'est qu'on donne le bâton à la CAF et à la FIFA de mettre la main sur notre Africa Foot. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt à l'accepter. Samuel Eto'o n'est pas prêt à l'accepter. Mais Samuel Eto'o a fait quelque chose de très grand. Il a accepté et il s'est mis en retrait. Et il s'est mis en retrait pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, parce que lui-même, il sait que s'il était assis dans cette tribune-là, le peuple, comme il l'a toujours fait, tous les supporters allaient crier au stade son nom. Il le savait. Et quelque part, ça pourrait être gênant. Donc, il a fait esprit quelque part de se mettre en retrait. Mais je le dis et je répète que, mais dans le protocole, c'est lui qui devait faire le choix de dire, écoutez, merci de ma place, mais je préfère rester en retrait. Parce que, regardez toutes les Coupes d'Afrique des Nations qui se jouent. La FIFA et la CAF reconnaissent une seule instance, c'est la fédération du pays. Donc la FIFA et la CAF reconnaissent que la Fédération camerounaise de football, qui est le président, c'est Samuel Eto'o. Ce n'est pas le ministre des Sports, ce n'est pas le Premier ministre, ce n'est pas le président de la République, c'est Samuel Eto'o. C'est lui qui prend la main de la CAF et de la FIFA et qui amène vers nos dirigeants. Pas le contraire. Et c'est ce que nos dirigeants font. Mais ils le font parce que, quelque part, eux aussi, ça les arrange. Je vais venir dans le politique. Le politique n'a jamais accepté. Ils le savent très bien. Ils n'ont jamais accepté la présence de Samuel Eto'o comme président de l'Africa Foot. Parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas dans leur intérêt. Parce que chez nous, on sait très bien que le politique aime bien s'occuper de l'Africa Foot. Il aime bien savoir ce qui se passe dans l'Africa Foot. Mais aujourd'hui, avec Samuel Eto'o, ils savent que ça ne va pas être le cas. Donc, ils avaient tous intérêt entre la CAF et la FIFA et nos dirigeants que Samuel Eto'o ne soit pas là. Je pense que ça ne va pas gêner Samuel Eto'o du tout parce qu'il sait très bien que, comme Anthony a dit, il a beaucoup de choses à faire. Il a un travail énorme à faire et il le fait depuis un moment. Je veux vous le dire, je l'ai dit quelque part. Il a fait. Quand il est arrivé à la Fédération camerounaise de football, juste comme ça. Il s'est rendu compte que dans les caisses, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires depuis. Et Samuel Eto'o a fait une levée de fonds de 2 milliards de francs CFA pour payer les fonctionnaires. Il a demandé qu'on fasse un audit depuis 12 ans parce qu'il y a presque 50 milliards de francs CFA qui ont disparu dans les caisses. Vous vous rendez compte que donc c'est très grave ce qui se passe au Cameroun actuellement et ils savent très bien qu'avec Samuel Eto'o, rien ne va être masqué, rien ne va être caché. Donc moi je dis et je répète, qu'il ne soit pas là, peut-être dans le protocole c'était mal fait, mais lui aussi je pense qu'il n'aurait jamais accepté s'asseoir là. Alors Anthony, il y a cette polémique autour des buts inscrits lors de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'ici. Ça donne l'impression finalement d'une impréparation, du moins que les équipes n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Pensez-vous que le fait que les joueurs aient été libérés assez tard par le club, on se souvient justement de tout le débat autour de ce sujet, puisse avoir eu un impact sur la mise en place d'un véritable système de jeu par les entraîneurs? Bien, c'est compliqué, c'est très difficile. Vous allez voir la Coupe du Monde, ça va être la même chose puisque les clubs vont libérer leurs joueurs 7 jours avant le début du mondial. Là, vous verrez que le début de la Coupe du Monde, le niveau sera le même que le début de la CAN. Beaucoup d'équipes n'ont pas eu de match de préparation avant cette Coupe d'Afrique, qui sont à mon avis fondamentales pour un tournoi international comme celui-là. Les joueurs ont été libérés tardivement, il y a des heures d'avion à faire. Par exemple, ceux qui évoluent en Angleterre, vous savez, en Angleterre, il fait nuit à 3 heures de l'après-midi, il fait froid, il pleut. Vous arrivez au Cameroun avec des conditions vraiment différentes. Il faut vous acclimater, vous changer de nourriture. Pour un sportif de haut niveau, ça pèse. Et vous devez tout de suite enchaîner avec des matchs officiels. Donc, c'est pas facile. Pour moi, la première journée, c'était le stade. Et je le disais plus ou moins avant, c'est un stade de préparation encore une fois, parce que il faut trouver les automatismes, les complicités entre joueurs. Le travail du sélectionneur est très difficile parce qu'il faut chercher ces complicités naturelles qu'il peut y avoir.
Certains nouveaux joueurs arrivent dans un groupe. Donc, non, c'est difficile. Moi, je pense que le niveau de jeu va monter en puissance au fil du tournoi. On le voit déjà pour certaines équipes dans ce deuxième match. Il y en a une qui est très impressionnante, c'est le Nigeria, les Super Eagles. Malgré de nombreux absents, des Victor Osimhen, des Odion Ighalo, des Emmanuel Dennis qui ont été retenus par leur club. Pour les fédérations, le premier combat, c'est déjà libérer les joueurs. Le deuxième, c'est entamer la CAN de la meilleure façon possible. Mais vous savez, dans le football, le plus important, c'est pas la façon dont on débute un tournoi, mais c'est surtout comment on le finit. Et ce tournoi-là, c'est important. 4. Et c'est une réalité, c'est plus de matchs pour les joueurs, donc il faut pondeur dans l'effectif. Parce que vous allez jouer, si vous allez au bout, vous allez jouer 7 matchs, ce qui est quand même énorme. Alors, on a des difficultés à avoir de façon fluide Anthony Plat. Peut-être qu'on va revenir avec Georges, le temps que la réalisation puisse mettre en place. Georges, comment est-ce que vous analysez globalement les premières et deuxièmes journées qui sont en train de se jouer en ce moment? Oui, tout à l'heure, on parlait du niveau technique de la compétition par rapport à la question que vous avez posée des buts et tout le reste. C'est vrai que je partage en partie ce qu'il dit, parce qu'effectivement, faut savoir que quand on va à une compétition comme ça, chaque technicien de football met en place un plan de récupération. Il y a un plan de récupération et un travail spécifique pour que le moment où la compétition démarre, que tout le monde soit au point. Et effectivement, le fait de ne pas pouvoir voir ces joueurs au moment où on prépare, on entame la préparation, c'est compliqué, ça pose problème. Les joueurs comme Sadio Mané sont arrivés pratiquement à quelques heures du début de la compétition. Donc c'est vrai que ça peut un tout petit peu impacter sur le travail que le sélectionneur met en place. Et l'autre chose, c'est que la mini-préparation que certains sélectionneurs ont dû faire, le temps pour les joueurs de digérer cela sur le plan physique, sur le plan athlétique, ça peut justement expliquer pourquoi parfois sur certaines phases de jeu, notamment sur ces premiers matchs-là, on a senti que certains joueurs n'étaient pas encore là. Donc pour moi, globalement, je pense que ça peut expliquer. Maintenant, après, il y a autre chose. Je pense qu'Anthony est déjà là. Je vais écouter peut-être parce que c'est lui qui avait la parole. Et ensuite, je vais peut-être avoir l'occasion de revenir. Non, oui, je suis là, j'écoute. D'accord, vous aviez la parole justement. Non, mais c'est pas facile, hein. Forcément, sur les conditions pour ces joueurs-là de jouer la CAN en janvier, c'est compliqué. Les voyages aussi. Je peux vous parler de joueurs que j'ai pu interviewer, par exemple, qui évoluent en MLS ou jouent Nuhu Tolo. Quand ils partent d'Europe et qu'ils vont jouer en Amérique du Nord, quand on leur demande quelle est la différence et la plus grande difficulté, ils parlent des heures d'avion. Donc ces joueurs-là qui arrivent tardivement, ils ont des heures d'avion qui pèsent. C'est quelque chose qu'on a pu voir aussi lors des derniers éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Par exemple, vous aviez dans le groupe du Bénin, Madagascar, RDC, des joueurs qui en 7 jours allaient faire plus de 30-35 heures d'avion au total, ce qui quand même est énorme. Et ça affecte aussi les performances sur le terrain. Donc vous savez, pour moi, le niveau, encore une fois, il va augmenter au fil des matchs. Parce qu'on le dit, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, que les journalistes aiment beaucoup dire, mais il faut des minutes de compétition, du temps de jeu pour monter en puissance et pour avoir un bon niveau. Et pour rehausser son niveau, c'est pas un secret. Là, désormais, les sélections ont joué toutes un match, certaines 2 ensemble. Et vous verrez qu'au bout du 3e, ensuite 8e de finale, quart de finale, le niveau sera beaucoup plus intéressant. Après cela, il y a des conditions qui sont pas faciles. Certains matchs qui se jouent à 14h, par exemple, où il fait extrêmement chaud. Donc pour les joueurs qui évoluent en Europe, ils ont besoin de s'acclimater à tout cela et ça prend du temps. On peut pas forcer la nature non plus. Donc par rapport aux buts, les buts c'est une chose. Beaucoup se plaignent des matchs 1-0, beaucoup de 1-0 qu'on a vu sur la première journée. Mais vous savez, on peut voir notamment qu'en Afrique, souvent l'équipe qui marque en premier a 70-80% de chances de gagner le match. C'est rare de voir des équipes revenir au score et l'emporter. Encore que ça ne se vérifie pas avec les 2 derniers matchs des Lions indomptables. Ah, mais les Lions indomptables ont réussi à le faire. Hein, mais non, il y a eu des buts inscrits, il y a eu du spectacle. Quand on voit le match du Cameroun, l'Éthiopie a fait le jeu aussi des Lions indomptables, dans le sens où c'est une équipe qui a joué de manière décomplexée, dans son style qui est toujours très étonnant.
mais il joue beaucoup sur l'attaque avec des ballons qui passent sur les côtés, un bloc bas, ça se projette rapidement, les joueurs sortent, les attaques sont accompagnées et forcément ils ouvrent des espaces pour l'adversaire. Il y a d'autres nations qui partent dans l'optique, entament le match en disant la priorité c'est de ne pas encaisser le premier but et si on peut en mettre un d'entrée, bien on va en mettre. Mais non, pour le match du Cameroun, c'était plutôt sympa de la part de l'Éthiopie de jouer de cette façon et non pas avoir ce fameux bus garé devant les buts. Tout part de philosophie et de système de jeu. Et c'est là d'ailleurs que les Super Eagles du Nigeria sont très intéressants, parce qu'ils jouent sur un système assez rare en Afrique, un 4-2-2-2, et on a pu voir qu'il y a énormément de variétés dans leur jeu, qui sont solides dans tous les compartiments, et ils ont mis quand même un sacré bouillon, si je peux me permettre l'expression, Leila, à cette équipe d'Égypte qu'on voit comme favori. Donc non, il ne faut pas non plus trop critiquer le jeu au départ. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser. Souvenez-vous de la CAN que le Cameroun avait gagnée en 2017. Au départ, c'était pas non plus excellent. Il y avait une bonne défense, des actions qui étaient conclues, mais c'est monté en puissance au fil de la compétition. Et je pense que cette année, ça sera la même chose. Oui, non, justement, pour revenir, après, c'est pour ça que je disais, je partageais un tout petit peu ce que disait Anthony. Maintenant, Leila, il faut jamais oublier que, tout comme vous présentez cette émission, ça fait partie de votre travail. Et je suis pas sûr que chaque fois que vous arrivez ici pour présenter cette émission, vous êtes toujours dans les meilleures conditions. Il y a des aléas. Et moi, c'est peut-être là où je serai un peu dur. Et je sais que tout en tant qu'ancien joueur ne va pas forcément aimer. Mais je serai un peu dur parce que c'est le job, en fait. Ils sont payés pour faire ce job. Ils ont beaucoup de salaire pour faire ce job. Tout à l'heure, Anthony parlait de la répétition des matchs. Oui, c'est dur. Oui, je sais que sur le plan athlétique, c'est dur. Mais ils sont payés pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois à combien s'élèvent les droits de match pour les télés, c'est aussi parce qu'il faudrait qu'il y ait une redistribution pour que ces joueurs-là puissent avoir un certain niveau de vie. Non, moi, je suis pas content aujourd'hui, par exemple, de l'entrée en matière du Sénégal, qu'on annonçait comme favori. Moi, j'ai écouté la sortie de Sadio Mané qui dit « Ah oui, non, on nous fait jouer à 14 heures, les conditions climatiques, machin et tout, Bafoussam. » Je suis désolé, il envoie le débat ailleurs. Le problème aujourd'hui du Sénégal, c'est le jeu. Le problème aujourd'hui du Sénégal, c'est que le Sénégal, entre 2019 et aujourd'hui, tu n'as pas l'impression que dans le jeu, le Sénégal a progressé. Tu as le sentiment que c'est une équipe qui, comme en 2019, se calque ou du moins mise tout sur ses individualités et pense que elle va s'en sortir comme équipe. Il parlait de 2017 avec le Cameroun qui remporte la CAN et on ne remporte la CAN de cette façon-là qu'une fois. On ne peut pas en rapporter 2 ou 3 fois, non, en jouant de cette façon. Vous dites que c'est une question de chance, c'était une question de chance sur ton Non, pas que de chance. C'est vrai qu'il y avait un plan de jeu restrictif que Hugo Bross avait mis en place. C'était pas beau dans le jeu. Effectivement, il y avait le phénomène chance. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le Cameroun en 2017, ou la France qui remporte la Coupe du Monde en 2018, où c'était pas beau, machin et tout, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas tout le temps. Donc, c'est pas un bon exemple, déjà. Parce que moi, je trouve que c'est des choses qui arrivent juste une fois. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il faudrait qu'on arrive, parce que moi, je discute souvent avec certains confrères français, et j'ai toujours le sentiment, le regard qu'ils posent en termes d'exigence sur la qualité du football en Afrique et des sélections, c'est pas assez élevé. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, mais c'est l'Afrique, oui. Non, les joueurs, tactiquement, ils sont pas si matures, il faut pas attendre. Ce sont les mêmes joueurs qui jouent en Euro. Oui, pourtant, ce sont les mêmes joueurs qui jouent en Euro, qui sont subis aux exigences, à l'exigence du football de haut niveau en Europe, et qui doivent être en mesure de... Moi, quand je vois le Sénégal jouer, moi, si je suis Sénégalais, je serais inquiet. Anthony a parlé des conditions climatiques. Non. Honnêtement, moi, quand j'ai suivi la sortie de Sadio Mané, je vais dire que il est intelligent parce qu'il est devant les caméras. Je ne suis pas sûr que c'est le même discours qu'il a dans le vestiaire avec ses coéquipiers. Parce que très honnêtement, ce que le Sénégal présente aujourd'hui n'est pas digne d'un favori. Tu ne peux pas commencer une compétition en servant 2 bouillies comme ça quand tu as le statut de favori. C'est bien qu'il parle du Nigeria parce qu'effectivement, et c'est curieux, parce que toutes les équipes ont eu des difficultés. Bon, c'est vrai que c'est à géométrie variable, mais toutes les équipes ont eu ces difficultés, Covid, la température, déjà, je voudrais dire, et je pense que Benin, lui, il a joué au Cameroun, il le sait, à Garoua, il fait plus chaud qu'à Bafoussam, par exemple. Nous, on le sait parce qu'on vit ici, et je pense qu'il le sait. Donc, quand Sadio Mané dit un certain nombre de choses, je comprends, c'est de la communication, ok. Mais il faut faire attention, le Nigeria
et je suis d'accord avec lui, à présenter, que ce soit sur le plan de jeu, que ce soit même sur l'animation offensive et défensive, que ce soit sur l'équilibre et que ce soit sur les individualités, quelque chose de beaucoup plus abouti. Preuve que si on a bien travaillé, on a bien préparé la compétition, on peut démarrer la compétition en jouant déjà bien et en gagnant tout en jouant bien. Donc, ces excuses, entre guillemets, qui voudraient que non, les équipes qui démarrent, c'est un peu compliqué parce qu'il faut s'adapter au climat et tout le reste. Moi, j'estime que c'est un discours beaucoup plus pour la presse et que ces équipes-là doivent faire attention à ce démarrage-là parce qu'il ne faudrait pas, après, quand effectivement le niveau il va monter, être surpris que ce sont des équipes qui gagnent difficilement. Et je pense que le football africain, et c'est la dernière chose que je voudrais dire sur la question, doit évoluer en fait. Avoir un jeu touffu où on ne voit pas réellement ce qu'on a mis sur pied en termes de plan de jeu, alors qu'il y a eu plusieurs séances d'entraînement en semaine, je trouve que si on veut gagner une Coupe du Monde, par exemple, il faut qu'on soit un peu plus ambitieux. Et moi, je ne vois pas des équipes qui sont ambitieuses dans le jeu. Moi, j'ai vu la Côte d'Ivoire ici à Douala, qu'on évoque aussi comme étant un favori. Et j'ai discuté avec le sélectionneur. Tu as l'impression qu'entre ce que lui demande aux joueurs et ce que les joueurs font sur le terrain, c'est pas la même chose. Mais si c'est pas la même chose, de deux choses, soit le discours du sélectionneur ne passe pas, soit les joueurs sont dans un tout autre état d'esprit parce qu'ils se disent oui, je suis en Afrique, parce que je dois avoir, quand je m'appelle caissier par exemple, je dois avoir une certaine suffisance à la limite que je n'aurais pas quand je porte le maillot du Milan AC parce que là-bas on me paye au quotidien. Et c'est ça qui donne, quand tu ajoutes tout ça, ça te donne en somme des matchs qui ne sont pas appréciables, des matchs où parfois tu as l'impression que des joueurs, en fait, ce sont des sénateurs. J'espère qu'on reviendra sur le Cameroun parce qu'il y a un joueur, par exemple, dans notre équipe nationale qui incarne cela. Et je trouve que c'est compliqué. Non, Anthony, il faut qu'on soit plus dur. Vous parler de M. Anguissa. Bien sûr. Il faut qu'on soit plus dur dans le discours. Il faut que nous, déjà, en tant que journalistes, on soit plus ambitieux et qu'on amène ces garçons à penser qu'ils doivent faire mieux. Parce que ce n'est que comme ça qu'on gagnera une Coupe du Monde. Si on a toujours ce discours minimaliste où parfois on évoque d'autres aspects, je ne dis pas que ça n'existe pas, pour expliquer par exemple des débuts difficiles, ils seront moins ambitieux. Déjà qu'ici, il faut tout le temps les motiver pour qu'ils, à la limite, ils essayent en termes de performance, de donner ce qu'ils donnent en club. Donc moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut vraiment dire les choses avec un ton un peu plus... C'est vrai que ça ne me plaît pas, et je sais, parce qu'il va prendre la parole tout à l'heure en tant que joueur. Il aura le sentiment que oui, c'est facile de taper sur les doigts des joueurs comme ça. Mais c'est le boulot, c'est le job, ils sont payés pour ça. Alors, Berda, justement, il y a quand même que les équipes considérées jusqu'ici comme les petits poussets parviennent un tout petit peu à tirer leur épingle du jeu. Bernard ? Oui, non, j'ai écouté, hein, c'est passionnant ce que vous dites. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Vous savez, le football, il progresse tellement. La plupart des clubs aujourd'hui, que ce soit des équipes nationales, que ce soit des clubs de foot aujourd'hui, il n'y a plus de petites sélections. Ça n'existe plus. Parce que tout le monde travaille dans le même aspect. On a les entraîneurs, on a les spécialistes. Toutes les fédérations aujourd'hui mettent sur pied, bien sur plan, la stratégie pour que les équipes évoluent. Les grandes nations se sont un peu endormies à un moment, depuis 10 ans. Les grandes nations sont endormies, ils se sont dit, OK, on a tout gagné, on peut tout faire. Et les petites nations ont progressé. Ils sont allés chercher des entraîneurs, ils sont allés chercher des préparateurs physiques. Ils ont travaillé sur l'aspect professionnel de leur championnat. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Moi, je pense que ce que mon frangin a dit n'est pas faux quelque part. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas demander aux footballeurs ici en Europe à être 100% tous les jours. Et en Afrique, on dit, non, s'ils sont à 90%, à 60%, ça peut se faire. Ça ramène notre compétition un peu plus bas. C'est vrai qu'il faut exiger quelque chose de plus haut. Mais on ne peut pas exiger quelque chose de plus haut quand on sait qu'on n'a pas le temps de préparation. En Europe, avant une compétition, les gens prennent 1 mois, 3 semaines, ils se retrouvent, ils font. Anthony a parlé de quelque chose qui est très, très important, le climat. Moi, je me rappelle quand je jouais en Hollande, en hiver, il faisait -3, -2. Mais après une semaine, je me trouvais au Cameroun pour un stage où il faisait 35 degrés, 40 degrés. Et excusez-moi, mon corps il a besoin de s'adapter. Toute la volonté du monde que j'avais, mon corps a besoin de s'adapter. Souvent, tu te blesses. Souvent, tu as besoin de 3, 4, 5 jours de plus. C'est normal, c'est naturel, on reste des humains. Mais aujourd'hui, je pense que le niveau de la compétition n'est pas mauvaise dans le sens où vous avez remarqué toutes les Coupes d'Afrique des Nations. Le premier tour, c'est très rare de voir une équipe marquer 5-6 buts. Le premier tour, c'est impossible. On gagne 1-0, 2-1, 1-1, même le Cameroun. Quand toutes les Coupes d'Afrique qu'on a gagné, quand on gagne notre 3-4 premiers matchs,
rarement on avait 5 buts. On avait toujours 4 buts, 3 buts. Et après, on montait en crescendo, on marquait 2-3 buts après, ou 4 buts pour gagner la finale. C'est toujours comme ça. La compétition à la Coupe d'Afrique des Nations, la plupart des équipes, ils font ce qu'ils font. Ils jouent défensif, ils essaient de marquer des buts. Mais on a tellement progressé au niveau tactique en Afrique. Regardez bien qu'il y a 10-15 ans, chaque Coupe d'Afrique des Nations, il y avait au moins 5-6 cartons rouges. Plus même, parce que c'était vraiment haché. Aujourd'hui, tactiquement, le football africain a progressé. Tactiquement, même techniquement. Vous avez des équipes aujourd'hui, quand je vois la Guinée-Bissau jouer, regarde ce que la Guinée-Bissau a fait hier, moi, ça m'a séduit. Pour une équipe qui est petit poussé, mais le football qu'elle a joué hier, contre une équipe comme l'Égypte, Anthony a parlé du Nigeria. Pour moi, c'est la plus belle équipe actuellement. Pourquoi? Parce que le Nigeria joue quelque chose que nous on oublie. Le Nigeria, ça fait peut-être 10-12 ans que c'est presque la même équipe. Regardez toutes les compétitions que le Nigeria joue. Depuis les Cannes, le Nigeria finit toujours ou 3e ou 4e. C'est une équipe qui connaît travailler, qui a presque les mêmes individus. Ils ont presque les mêmes joueurs. Ils ont presque le même système. Parce que les entraîneurs restent aussi longtemps sur pied. Et la stratégie au niveau du championnat fait en sorte que quand ils arrivent à l'équipe nationale, ils sont prêts physiquement, ils sont prêts techniquement et ils ont envie de donner à l'équipe nationale parce qu'ils ont un très bon championnat. Donc, tout va de pair. Et chez nous, au Cameroun, on a un petit problème, c'est que nos joueurs, aujourd'hui, ils ne jouent pas dans les tops. Nos joueurs ne jouent pas dans les meilleurs clubs en Europe. Ce qui fait qu'ils doivent travailler 2 fois plus et ils ont besoin de plus de temps. Chaque entraîneur, quand il prépare une Coupe d'Afrique des Nations, il a 2 plans. Le plan A et le plan B. Le plan A, c'est quoi? C'est mon équipe type. Le plan B, c'est l'équipe que je peux travailler au cas où je n'ai pas mon équipe type. Et pour ça, il a besoin de travailler avec ses joueurs pendant au moins 1 semaine, 10 jours. Cette fois-ci, on ne l'a pas eu. Et n'oubliez pas une chose, c'est que les clubs européens, moi, je vous parle des histoires de 98. Je devais aller en Coupe d'Afrique des Nations 98 au Burkina. Le club à Roda où j'ai joué, le manager me dit, Monsieur Toutan, vous savez, si vous partez en Coupe d'Afrique des Nations, quand vous revenez, vous n'êtes pas sûr d'avoir votre place. Hein. C'est une façon de me dire, reste, ne pars pas. Et ça, c'est le club européen depuis de temps, ils le font. Même Joseph-Antoine Bell, qui joue à l'Olympique de Marseille à l'époque, on les a fait comprendre que quand vous allez en Coupe d'Afrique des Nations, vous allez perdre votre place. Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Regardez Saint-Etienne aujourd'hui. Saint-Etienne a 12 joueurs qui sont partis en Coupe d'Afrique des Nations. Ils payent les joueurs pour que tout un mois, ils ne sont pas là. Donc vous pouvez comprendre aussi que c'est un combat qu'il faut mener à tous les niveaux. Et nous aussi, journalistes, et puis aujourd'hui fans de foot ou bien commentateurs de football, on doit comprendre une chose, c'est que le football africain ne peut pas dissocier le football européen. C'est la même chose. Quand on commente un match, c'est la même chose. On n'a plus d'excuses des terrains. À l'époque, on jouait aussi des terrains vraiment dégueulasses. Regardez au Cameroun, on a des magnifiques pelouses. Aujourd'hui, on a peut-être au niveau public, très peu du public au niveau du Cameroun. Ça on va peut-être dire un mot dessus. On aura l'occasion d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau sportif, au niveau footballeur, on doit progresser. Il a parlé du Sénégal, mais je vous dis une chose, c'est que c'est une équipe, remarquez bien au Sénégal, c'est une équipe qui fait un peu comme nous. Hein. Elle s'est montée en gamme. Hein. Donc ne soyez pas surpris que d'ici peu, elle retrouve ses marques. Anthony Pla, on y va avec vous. Samuel Eto'o a justement demandé aux joueurs camerounais, j'aimerais qu'on parle spécifiquement cette fois-ci du Cameroun. Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, demande tout le temps aux joueurs camerounais de faire rêver la nation. Est-ce que jusqu'ici, les Lions nous ont servi du beau jeu? Tout est relatif. Il y a du bon, il y a du moins bon. Comme le disait Bernard, ça se travaille. Mais moi, j'ai trouvé Choupo-Moting, sa titularisation, lors du deuxième match face à l'Éthiopie, avec un bel apport. Beaucoup de complicité avec Vincent Aboubakar, qui, je pense, en a fait rêver plus d'un, puisqu'il a quand même marqué 4 buts en 2 matchs. Bon, il y a 2 pénaltys, certes, mais il fallait les mettre. Et si vous regardez bien Aboubakar, il n'a pas les yeux sur le ballon quand il tire les pénaltys, donc ça reste quand même une prouesse technique. C'est pas tout le monde qui va la faire. Si on compare avec le penalty de Kazri face au Mali, c'est différent. Non, il y a une équipe camerounaise qui fait rêver son peuple parce qu'elle a gagné ses 2 premiers matchs, parce que les résultats sont là. Dans la manière, il y a des petites choses à revoir, notamment la complémentarité en défense, où parfois Collins Fahy peut abandonner son marquage. Ça a coûté un but face à l'Éthiopie. Il l'avait fait face au Burkina. Il y avait une occasion aussi assez nette. Il faut essayer d'intégrer aussi Nuhu Tolo, qui pour beaucoup est une révélation, mais c'est un très très bon joueur déjà depuis plusieurs années, parce que j'ai eu l'occasion de le commenter régulièrement en Major League Soccer nord-américaine. Après cela, dans l'animation offensive, on a Toko Ekambi qui a fait un gros match aussi face à l'équipe de l'Éthiopie, où il est très intelligent, beaucoup de maturité. Il arrive à se retourner. Il y a un jeu sans ballon qui est intéressant. Choupo-Moting devant, il y a Aboubakar qui permute. Quand l'un dézone, l'autre reste au niveau de
de la défense adverse. Le pressing est cohérent, je l'ai trouvé très bon sur plusieurs séquences. J'avais d'ailleurs essayé de le démontrer hier soir à la télévision. Non, moi je pense que ça va monter en puissance. Cette équipe camerounaise peut faire rêver son peuple. Je pense qu'elle le fait déjà, mais faut pas s'enflammer. Même après une victoire 4-1 face à l'Éthiopie, le deuxième match dans le contenu était bien meilleur. Il y avait un jeu beaucoup plus riche, beaucoup plus varié. Mais il faut confirmer. Et c'est ça, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a le Cap-Vert qu'il faudra pas prendre à la légère. La qualification est assurée, mais je pense qu'un sportif est un compétiteur et que les Lions indomptables vont avoir à cœur de finir premier du groupe, quoi qu'il arrive. À partir de là, il y aura les huitièmes de finale, les quarts de finale, et là, ce sera des matchs à mort subite. Ça va être très important. Mais non, il y a beaucoup de bonnes choses. Je suis très content du coaching d'Antonio Conceição, qui, pour lui, c'est pas facile parce qu'il parle portugais. Donc Aboubacar est capitaine qui parle portugais aussi, ça l'aide un petit peu, c'est une bonne chose. Mais dans le contenu, il y a des petites choses à revoir, notamment dans l'entrejeu, peut-être équilibrer un petit peu les circuits préférentiels, parce que ça passe beaucoup côté droit avec Collins Fahy et son apport offensif qui est énorme. Il fait la même chose en club au Standard de Liège en Belgique. On peut essayer d'utiliser Houtolo un petit peu plus sur le côté gauche, même si la qualité de ses centres n'est pas la même que celle de Collins Fahy. Moi, derrière cela, quand je vois le Cameroun jouer, c'est toujours intéressant et les analyses à faire dessus sont tout aussi intéressantes, que ce soit dans l'animation offensive comme le positionnement en défense. Beaucoup sont plaints des prestations d'André Onana. Je suis désolé, le joueur de l'Ajax, il a quand même réalisé quelques arrêts et avant cette CAN, il avait joué que 4 matchs seulement depuis sa suspension. Donc, essayer de l'encourager d'une certaine façon. Bon, certes, il faut avoir un certain niveau d'exigence, mais je pense qu'André Onana, il va aussi monter en puissance tout au long de ce tournoi et les fans peuvent se permettre de rêver. La CAN, elle est à domicile, donc pourquoi pas? Jean-François et Yenga, entre le premier match et le second, est-ce qu'on a évolué? Est-ce que vous êtes satisfait des performances vous n'aviez pas fini, Anthony? Non, allez-y, continuez, c'est pas grave. Moi, tout ce que je disais, c'est que la CAN est à la maison et que vous pouvez vous permettre de rêver, qu'il y a beaucoup d'équipes à domicile qui organisent, qui parfois sont des gros outsiders ou même pas dans les favoris, qui finalement gagnent. Donc, le Cameroun n'a aucun complexe par rapport aux grandes nations africaines. Quand on voit ce qu'a fait l'Algérie, le Sénégal lors des premiers matchs, je veux dire, le Cameroun pourrait être là et sera très certainement là jusqu'au bout. Même si jusqu'ici, vous notez que l'équipe qui se démarque le mieux, c'est le Nigeria. Alors, Jean-François et Yenga, je parlais justement entre le premier match et le deuxième match. Est-ce qu'on a évolué? Oui, je crois qu'il y a des avancées. C'est vrai que les adversaires ne sont pas les mêmes. Et comme le notait Bernard tout le temps, il n'y a plus de petites équipes. Je crois que si on parvient à marquer 4 buts, ça veut dire que nous sommes au top du niveau. Je félicite déjà le coach qui fait un énorme travail. Et comme le disait Anthony, il y a des petits couacs au niveau de la défense, mais l'équipe monte en puissance. Si cela est réglé, nous pouvons rêver, pourquoi pas, puisque nous accueillons la CAN, notre public est là et nous sommes chez nous. Les joueurs s'en sortent pas mal, donc je crois que nous pouvons aller et espérer. Maintenant, je voudrais revenir sur le fait que les buts n'entrent pas, il n'y a pas assez de buts, comme vous avez souligné lors de la question précédente. Les performances des joueurs, vous savez, le voyage, c'est-à-dire il y a le temps, les intempéries. Lorsque vous partez d'Angleterre pour le Cameroun, du coup, il vous faut un certain temps pour reprendre. Et hormis cela aussi, il y a le fait qu'il n'y a pas de petites équipes. Vous allez peut-être croire que parce que le Sénégal ne joue pas avec le Cameroun, non, il n'y a plus ça. Le football est tactique. Et vous verrez que les plus grands joueurs, comme Georges voulait parler, je ne sais pas, des Ambouanguissa, de Salah, et lorsque on revoit le match de l'équipe adverse à la veille, nous voyons le match de l'équipe adverse à la veille, pour pouvoir, il y a les pivots. C'est-à-dire que le coach sait que si il a déjà fixé Salah, il peut déjà taper l'Égypte. S'il a déjà fixé Mané, il peut déjà taper l'Égypte. Donc c'est plus le football du hasard qui se jouait à l'époque. Maintenant, le football est tactique et stratégique. Ça veut dire que vous allez donc voir que l'Éthiopie pourra tenir en mal le Cameroun. Le Malawi et toutes les équipes, les Comores, il n'y a plus de petites équipes parce que le football est devenu tactique et mathématique même. À l'époque, quand on fixait Samuel Eto'o, on fixait Patrick Mboma, on était sûr que on peut considérer même nul face au Cameroun.
mais il fallait un génie de Patrick Mboma ou de Samuel Eto'o pour marquer. Et le Cameroun a donc cette chance aujourd'hui parce que vous n'allez pas fixer 3 avant-centres qui ont le sens du but. Parce que d'un côté, Aboubakar marque, Toko et Kambi marquent, même Zambouanguissa, même qui est le 6, peut marquer. C'est la chance du Cameroun, mais si le Cameroun était aussi comme ces grandes nations qui compteront sûrement sur Sadio Mané uniquement, on peut le fixer et l'encadrer par 3 joueurs et avoir match nul. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, et les équipes s'étudient. Nous sommes encore dans l'ère où il faut s'étudier. Et quand le train va partir, vous verrez que le Sénégal que vous croyez endormi là, moi, j'évite même beaucoup plus le Sénégal par rapport aux équipes qui sont en train de monter. Parce que je sais de quoi est capable de faire le Sénégal à un niveau de compétition. Alors, vous parliez justement, Georges, de ces joueurs qui jouent la suffisance finalement. Oui, non, je pense que ça saute aux yeux que notre ami Zambouanguissa, pour le moment, n'est pas encore arrivé au Cameroun, que c'est son cousin qui a le maillot avec son nom dessus. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on traîne déjà quand même avec lui depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, où il est intermittent. Le problème avec Zambo, les gens trouvent qu'on insiste avec lui, mais c'est que c'est toujours difficile d'avoir quelqu'un qui a énormément de potentiel et ne pas avoir le sentiment qu'il met ce potentiel à la disposition de l'équipe. Et je pense que c'est ça qui dérange. Ça aurait été un autre joueur d'ailleurs qu'on n'insisterait pas trop sur lui. Et je pense que c'est ça qui pose problème. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il y a eu une différence entre le match contre le Burkina et le match contre l'Éthiopie. Oui, il y a une différence. Et c'est en cela que la notion de il n'y a plus de petites équipes et de grandes équipes, c'est une notion assez relative. Parce qu'effectivement, sur les 2 matchs, on peut véritablement se rendre compte qu'il y a une différence entre le Burkina et l'Éthiopie. Et qu'en soi, le Burkina est légèrement supérieur à l'Éthiopie. Pas parce qu'on a battu le Burkina 2-1 et l'Éthiopie 4-1, mais l'indication même, c'est-à-dire la première chose qui vous donne une indication que les 2 équipes ne se valent pas, c'est le système de jeu du sélectionneur du Cameroun. C'est-à-dire, lors du match contre le Burkina, on joue en 4-3-3. C'est pas un hasard. C'est parce qu'on est conscient qu'en face, il y a une équipe qui est, peut-être pas au même niveau que le Cameroun, mais qui peut se prévoir d'avoir un niveau équivalent au Cameroun. Donc, le coach essaie d'avoir un équilibre sur le plan offensif et sur le plan défensif. C'est pourquoi il joue avec 3 milieux, il joue avec 3 attaquants et 4. Ça n'a pas empêché qu'on soit en difficulté parce qu'on a concédé au Burkina certaines situations. Maintenant, quand on revient face à l'Éthiopie, il joue en 4-2-4, qui est un choix beaucoup plus offensif et beaucoup plus ambitieux, parce qu'il part du principe que, bien que oui, le football ait évolué, que tactiquement, il y a un certain nombre de choses qui ont évolué, l'Éthiopie ne peut pas avoir le niveau du Burkina Faso, que son niveau, la maturité des joueurs sur le plan intrinsèque. Donc, il se risque à avoir un système de jeu ambitieux en jouant avec 4 attaquants, et en jouant avec seulement 2 milieux, en jouant avec 4 défenseurs. Il savait très bien que ça allait nous déséquilibrer sur le plan défensif. C'est d'ailleurs pourquoi on a concédé beaucoup de situations. Je commentais d'ailleurs le match pour RSI. Je peux vous dire que parfois, j'ai eu des sueurs froides parce que sur certaines phases de jeu, mais je peux vous dire que défensivement, on était totalement pris parce que les joueurs éthiopiens, comme ils ont beaucoup de mobilité, se déplaçaient parfaitement entre les lignes et avaient senti que sur le plan de notre animation défensive, les 4 de devant ne faisaient pas toujours le travail sur le plan défensif. Mais ça, c'était voulu de la part du sélectionneur. C'est-à-dire, il savait que ce à quoi on pouvait se risquer sur le plan défensif, on pourrait gagner cela sur le plan offensif en ayant 4 joueurs à vocation offensive. C'est un choix. Et tous les sélectionneurs font des choix. Parfois, ça passe, tant mieux. Là, on a gagné 4-1. Bravo à lui. Ça aurait pu se passer différemment parce qu'on n'a pas totalement dominé l'Éthiopie. On a juste été plus efficace que l'Éthiopie. Et quand l'Éthiopie a pris 2 buts coup sur coup en seconde période, on les a sentis assommés. Et là, c'est le propre parfois des équipes qui n'ont pas une certaine maturité. C'est que parfois, quand vous prenez 2 coups comme ça, 2 buts comme ça, en espace de 6 minutes, vous êtes complètement assommés. Et donc, vous n'arrivez plus à reprendre, vous vous dites le match est terminé. Donc, c'est ce qui s'est passé. En revanche, on a souffert. On a souffert dès l'entame du match. On a souffert en début de seconde période. Mais ça, c'était lié au système qui n'utilisera pas forcément contre le Cap-Vert parce que là, c'est une autre équipe. Et l'enjeu est totalement différent. On est déjà qualifié, on ne vise que la première place. Et puis, il faut donner un peu de temps de jeu à des joueurs qui n'ont pas encore évolué. Donc, globalement, c'est ce qu'on peut dire. Moi, je pense de ce qu'on fait jusqu'ici. Il n'y a pas de quoi être inquiet, mais faisons attention parce que je trouve que certains joueurs ne sont pas encore entrés dans la compétition. Je pense notamment
à notre ami Zambo. Vivement qu'on ait le bon, parce que celui de Naples semble être encore à Naples. Mais globalement, ça va. Moi, je n'attends pas du beau jeu, pour être totalement honnête avec toi, Léla, parce que une CAN, forcément, 7 matchs, c'est-à-dire tu n'arrives pas toujours au bout en jouant comme le Barça, en jouant du... Non, pas toujours. Mais j'attends qu'il y ait des buts, ce qu'on a pour le moment. J'attends qu'il y ait de l'état d'esprit, le ML, comme on dit chez nous. J'attends que tu aies des joueurs qui aient le sentiment qu'ils jouent le match de leur vie à chaque rencontre. C'est ça qui fait gagner une compétition comme la CAN. C'est pas forcément se passer les ballons à 3 et tout le reste. Non, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est vraiment être concerné, c'est vraiment gagner. Vous voulez la victoire à la fin. Voilà, Bernard Toutan, comment est-ce qu'on peut améliorer justement les performances des Lions indomptables? Et on va passer rapidement à la question des stades vides. Moi, je ne veux pas être clément, je ne veux pas être positif avec l'entraîneur parce que c'est un... Je vous écoute, vous dites que contre le Burkina, il a joué en 4-3-3. Moi, je pense tout simplement que contre le Burkina, il a joué petit bras, il a eu peur. C'est-à-dire qu'il a joué en 4-3-3 parce qu'il a voulu avoir l'assise défensive. J'estime qu'on joue au Cameroun. Quand on joue au Cameroun, on joue à la maison. On a 2 chances. On a le public avec nous. Que vous voulez ou pas, l'arbitre, il va de l'autre côté. Parce qu'on joue à la maison. La pression du public. Donc, quand on joue un match d'entrée en Coupe d'Afrique des Nations, on ne joue pas petit bras. Et puis, vu le contexte, vu les joueurs que tu as en main, parce qu'on sait très bien que nos joueurs actuellement ne jouent pas dans les top clubs. Et nos joueurs n'étaient pas prêts à 100%. Un gars comme Tchoupo, on savait qu'il sortait d'un Covid. Un gars comme Bassov, on sait qu'il n'est pas prêt physiquement. Abouaka, il joue un championnat qu'on peut estimer moindre, mais qui marque beaucoup de buts. Donc quand tu joues comme ça, tu dis, mes joueurs majeurs ne sont pas prêts, qu'est-ce que je fais? Je fais une composition d'équipe qui va me permettre à moi d'avoir la structure défensive, mais de marquer des buts. Parce que le plus important d'une compétition, c'est que si tu finis à 4 points, on va voir qui a le plus grand nombre de buts. C'est important de marquer des buts dans une compétition. Après, maintenant, le deuxième match contre l'Éthiopie, on sait bien que l'Éthiopie, c'est une équipe qui est très jeune. C'est une équipe qui joue 100% offensif. Donc, défensivement, c'est une équipe il y a des espaces. Qu'est-ce que tu fais? Il a essayé de jouer en 4-2-4, comme tu l'as dit. Mais moi, j'aurais voulu jouer en 3-5-2. Ça nous permettait encore de marquer plus de buts. Parce qu'en 3-5-2, tu as l'assise défensive. Et tu permets à Zambo Anguissa. Parce que notre problème aujourd'hui, on parle de Zambo Anguissa, mais on oublie une chose, c'est que Zambo Anguissa, au Naples, il joue quoi? C'est quelqu'un qui joue presque offensif, il ne joue pas seulement défensif. Il est box-to-box. Mais au Cameroun, on demande de rester devant la défense. Et Zambo Anguissa, c'est que techniquement, Zambo Anguissa, ce n'est pas quelqu'un qui prend avant qu'il ait 4 joueurs. C'est quelqu'un qui doit jouer rapidement. Et si tu le mets devant la défense, pour qu'il sorte au milieu, pour qu'il sorte des bancs, c'est difficile. Ou tu le fais reculer, ou tu le fais jouer plus haut. Donc moi, je pense quelque part aussi pour Zambo Anguissa, il faudrait qu'on revoie un peu son positionnement au stade. Et moi, je reviens encore sur l'aspect, quand on fait une composition d'équipe, on regarde les joueurs qu'on a. À l'instant, nos joueurs, ce n'est pas les top joueurs des meilleurs clubs, mais on doit faire ce qu'on appelle un collectif pour permettre à un garçon comme Zambo Anguissa de jouer plus haut. On joue à 3 défenseurs. On a besoin de jouer 4 défenseurs. Parce que Faye, quand on dit ce qu'il veut faire, c'est quelqu'un qui joue sur les couloirs. Vous voyez, il fait toutes les erreurs défensives parce que c'est pas quelqu'un qui sait défendre, mais c'est quelqu'un qui sait attaquer. C'est pour ça que moi, je préfère qu'on joue 3 défenseurs alignés et on fait 2 demi-ailes qui jouent plus haut. On joue à la maison. Vous verrez que avec Zambo Anguissa, avec Choupo-Moting, avec Abouaka, avec Toko Kambi, avec Bassoro qui peut entrer, on va être une équipe très, très, très performante. Et je suis sûr qu'il va travailler dessus parce que jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas satisfait. Moi, je ne suis pas satisfait de ce que le Cameroun a fait, même si on a 4 buts contre l'Éthiopie. Mais on a concédé trop d'occasions et c'est dangereux. Ça, c'est pas bien. Donc, défensivement, il faut. Bon, moi, j'ai déjà parlé à quelques-uns que je connais qui sont tout près. Défensivement, il faudrait qu'on travaille dessus pour qu'on ne puisse plus laisser l'occasion, comme on a fait avec l'Éthiopie. Ils ont eu trop d'occasions et c'est pas normal. Jean-François Yenga, on a ce communiqué signé hier, 15 janvier, du secrétaire général des services du PM, qui annonce des mesures spéciales du président de la République au sujet de l'arrêt temporaire des cours et activités professionnelles au bénéfice de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Alors, les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13h, quand les activités professionnelles, elles, s'étaleront de 7h30 à 14h. En commentaire. Oui, c'est à la demande du public. Comme je vous ai dit que nous travaillons, le gouvernement camerounais travaille avec son public. Je crois qu'il y a certains administratifs qui ont posé ce problème, que lorsqu'ils rentrent tard, ils n'ont pas moyen d'aller au stade. Et vous savez, la CAN, nous avons organisé la 2e CAN après 50 ans. Donc ce n'est pas une compétition que nous organisons chaque jour. En fait, le Cameroun est en fête. Actuellement, le Cameroun est dans la fête.
C'est pour ça que j'ai souligné lorsque je parlais des influenceuses que vous, en tant que journaliste, vous allez au stade et puis vous rentrez. Nous, pour célébrer la victoire des Lions, nous sommes dans les fan zones, nous sommes dans les boîtes de nuit, c'est pour danser, c'est pour vivre la fête que le président national, le président Paul Biya nous a offerte. Et dans ce vous avez besoin sillage... des influenceuses pour ça? Oui, ça, si vous n'en avez pas besoin, nous en avons besoin et nous avons demandé. Moi, je vous dis, moi, j'en ai besoin. Personnellement, moi, j'en ai besoin. Vous croyez que quand je trouve Malox en train de chanter dans un espace public, en train de faire la fête, je m'arrête d'abord. Je me gare et puis je vis la fête parce que nous avons une fête que nous avons eu 2 fois seulement depuis 1972. Donc, je voudrais vous dire que le Cameroun est en fête et lorsque le Cameroun est en fête, le gouvernement de la République doit prendre certaines mesures pour permettre à ce que tout le monde vive cette fête. Vous allez peut-être me dire que est-ce qu'on n'aura pas une certaine de conséquences. À toute action, il y a une conséquence. Mais il faut tout simplement éviter que la conséquence soit très néfaste et qu'elle impacte négativement. S'il faut permettre à ce que les gens aillent au stade, parce que vous savez aussi que le fait de ne pas aller au stade, ça pose non seulement le fait que la CAN ne sera pas belle et aussi un manque à gagner. Parce que lorsque vous allez à Japoma, il y a des femmes qui vendent à nous à manger, à boire. Et lorsque il n'y a pas de la clientèle, c'est un manque à gagner sur le plan économique. Donc, le gouvernement en place doit tout faire. Et vous savez bien, si la mesure est prise, que les bureaucrates, les administratifs rentrent à 14 heures, tu peux aller au travail à 6 heures et puis à 14 heures, tu as travaillé. Enfin, c'était oui, et là, voilà, et là, on annule la pause. On annule la pause de 13 heures parce que tu sais que tu vas vivre. Oui, tu vas vivre ta pause. Mais là où moi j'ai un petit souci, c'est par rapport au système éducatif. La mi-temps, par exemple, je ne sais pas quelles sont les mesures adéquates. Et là, les chefs d'établissement verront dans quelle mesure ils peuvent permettre à ce que les amoureux du football adhèrent à la note qui est ici. Anthony Pla, la question des stades vides, on en parle beaucoup. Comment est-ce que vous l'analysez? On va y aller rapidement parce qu'on devra vous libérer tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, déjà, le prix des tickets, quand je les ai vus, j'ai trouvé que c'était un petit peu cher si on compare au prix des tickets pour un match de compétition interclub ou de Ligue des champions africaine. Ensuite, le contexte sanitaire, le vaccin obligatoire, c'est pas facile. Oui. Encore une fois, il y a les gens qui travaillent. Moi, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec l'Europe ou d'autres continents, mais on peut pas comparer. L'Euro se joue l'été, les gens sont en vacances, ils travaillent pas. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent aller au stade. Ils ont peut-être plus de moyens aussi. Ensuite, le vaccin, voilà, c'est la vaccination obligatoire, le pass sanitaire, c'est difficile. En Europe, c'est un petit peu différent. Par exemple, un abonné en Première Ligue, eux, ils n'achètent pas le ticket à chaque match. Ils ont un abonnement sur l'année qui paye avant le début de la saison. Donc, quand il y a des restrictions qui arrivent, eux, ils vont aller se faire vacciner pour pouvoir aller au stade, justement, pour pas perdre l'argent qu'ils ont investi dans cet abonnement. Donc, moi, je pense que pour beaucoup, la vaccination est un problème. En tout cas, des contacts que j'ai pu avoir, c'est ce qu'il en ressort. Ensuite, le tarif, le prix des tickets, parce que ouais, c'est pas la même chose que d'aller voir un match de Ligue des Champions. Quand j'ai vu la grille des tarifs, je me suis dit ça va être difficile. C'est pas forcément abordable pour tout le monde, mais ce qui est fort dommage. Ensuite, il y a certains stades où peut-être le centre-ville est un petit peu loin, donc le moyen de transport n'est pas évident. Comme à Bafoussam par exemple. En fait, si on suit, Anthony, si on suit votre raisonnement, ça veut dire que le gouvernement camerounais a pris le problème par le mauvais bout. C'est pas ce que je veux dire, qu'il a pris le problème par le mauvais bout. Bon, les tarifs des tickets, c'est la CAF qui va faire les grilles, qui va faire ce genre de choses. Vis-à-vis de la vaccination, on peut pas s'en prendre au gouvernement parce que les restrictions en Europe, elles sont de cette façon-là. Et les clubs européens qui voulaient pas libérer les joueurs par rapport aux problèmes de santé. Parce que le gouvernement camerounais, lui, il sous-entend... C'est par rapport à la Covid. Le gouvernement camerounais, lui... Les fans en Europe, ils sont vaccinés. Qu'au Cameroun, il faut qu'ils soient tous vaccinés aussi. Mais le contexte et la réalité est complètement différente. En fait, je veux dire, le gouvernement camerounais, lui, sous-entend que les gens ne vont pas au stade parce qu'ils sont occupés. Je veux dire, c'est ce qu'on lit à travers la sortie. D'une part... Oui, bien sûr, mais ça fait partie des raisons. Hein. Je veux dire, j'ai commenté beaucoup de matchs un petit peu partout en Europe et même dans le monde. Il y a des gros... D'accord. À craquer, ça c'est une réalité. Mais le vaccin, les prix des tickets, le tout mis ensemble donne ce résultat.
Et regardez les CAN, par exemple, au Gabon en 2017, ou même en Guinée équatoriale. Quand l'équipe nationale ne joue pas, quand c'est les autres équipes dans d'autres stades, les stades sont jamais complètement pleins. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment surprenant, pour être honnête. Non, moi je ne suis pas, et c'est par la fin de ce qu'il dit Anthony que je ne partage pas son point de vue. S'il y avait quelque chose qu'on attendait de cette CAN au Cameroun, c'est justement cette différence-là par rapport aux autres éditions en termes de présence du public dans les stades. D'ailleurs, quand vous regardez les matchs qui se jouent à Garoua, est-ce que vous avez le sentiment que... Je rappelle que le Cameroun n'a encore disputé aucun match à Garoua, mais il y a du public. Donc, tout le monde pratiquement s'accordait à dire que la CAN au Cameroun, la particularité, c'est que contrairement en Égypte, où le stade n'était plein que quand l'Égypte jouait, contrairement au Gabon, où le stade était pratiquement plein que quand le Gabon jouait, les Camerounais aiment tellement le foot que les gens allaient être dans les stades. Et là, il faut dire les choses clairement. Le problème, ça a été le vaccin. Anthony parlait tout à l'heure du fait qu'en Europe, les gens se vaccinent et tout. Mais là, ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas la même réalité. La réalité sur le plan sanitaire liée au Covid ou à Omicron, ça dépend de la variation, en Europe, n'est pas la même en Afrique, n'est pas la même au Cameroun. Donc, ce qui s'est passé, de mon point de vue, c'est quelque chose de regrettable. Parce que, en fait, on n'aurait pas dû nous imposer ça. On n'aurait pas dû nous imposer le vaccin. Parce que nous imposer le vaccin signifiait nous amener à rater un tout petit peu cette fête. Parce que, et je suis d'accord avec lui, c'était une fête. Et comment sentir le fait que ce soit une fête? C'était à travers la présence massive des Camerounais dans les stades. Donc quand ils sont venus avec le vaccin, et je pense que le gouvernement a joué un jeu dangereux, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à Jean-François, c'est que, évidemment le vaccin n'est pas obligatoire, mais comme ils connaissent le rapport émotionnel que le Camerounais a avec le foot, ils ont mis simplement au milieu le vaccin. Et l'idée c'était de se dire, est-ce que les Camerounais aiment tellement le foot qu'ils vont aller se faire vacciner? C'était un jeu dangereux. Et je pense qu'il n'y a pas que. Nous-mêmes aussi, à un moment, on a eu cette illusion. C'est-à-dire, le premier match du Cameroun à Olembe a été un faux marqueur. C'est-à-dire, comme on a vu du public, on s'est dit, et je pense qu'ils se sont dit, ça y est. Sauf que le second match qui se jouait dans le même stade. Sauf que quand les autres matchs sont, il n'y a pas que dans ce stade, Bafoussam et Limbe, on s'est vite rendu compte que, en fait, les Camerounais ont juste dit, d'accord, nous, on n'avait pas encore vu le match de notre équipe nationale Olembe, on va se sacrifier. Mais on n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de vouloir nous imposer. Et je trouve que c'est légitime. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on ne dit pas et que je vais dire ici, c'est que sur le match à Bafoussam entre le Sénégal et la Guinée, les gens sont entrés au stade avec leur carte d'identité, sans carte de vaccin, sans test. En fait, les gouverneurs ont pris le dessus sur la hiérarchie. Ils ont décidé, par exemple, à Bafoussam, d'allouer, parce que le stade est loin, des bus pour acheminer les enfants dans des stades. Et tout ça dans une inorganisation, parce qu'après le match, vous avez des enfants qui ne savaient plus comment faire pour entrer. Ils ne savaient plus comment faire pour entrer. Il y a des enfants qui sont restés à l'intérieur du stade, parce que les bus qu'on a mis à la disposition pour amener les enfants au stade, on ne savait pas si après les bus devaient revenir prendre les enfants. Il y a des enfants qui sont partis de tellement loin qu'on a mis dans des bus, parce qu'il fallait gagner les stades, et ensuite ils se sont retrouvés là. Mais ce genre de choses, c'est lié à l'inorganisation. Gérer, c'est anticiper, je le disais tout à l'heure. Si le gouvernement avait anticipé, le gouvernement ne se serait jamais retrouvé dans cette situation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque gouverneur dans sa circonscription prend ses mesures. Là, on a vu notre gouverneur dans la région du littoral prendre une mesure pour acheminer avec une société de la place, faire en sorte que les gens aillent au stade. Est-ce que les choses vont se passer de la même façon qu'à Bafoussam? C'est-à-dire, vous allez arriver, il n'y aura plus la notion de vaccin, vous présentez votre carte d'identité, vous entrez. Mais si c'est le cas, c'est un rétropédalage. Et si c'est un rétropédalage, c'est un aveu d'échec. Parce qu'on n'aurait jamais dû. J'entends quand on dit que oui, pour libérer Mané, pour libérer Salah, on n'avait pas le choix. Mais on aurait pu faire les choses autrement. C'est-à-dire, on aurait dû prendre le ministre de la Santé publique avec le secrétaire général de la CAF, comme ils l'ont fait. Ils font une conférence de presse, ils édictent ces mesures-là. Une fois que c'est passé, que les Mané et les Salah sont au Cameroun, vraiment, on lave notre linge sale en famille. On dit, ok, le message est passé, les gars, ils sont là. Donc, c'est fini. Vraiment, vous allez voir au niveau des stades, vous faites sauter un peu le verrou, les gens arrivent tranquillement. Non, comme derrière
l'aspect sportif, il y avait un enjeu sur le plan sanitaire parce qu'ils ont fait venir les vaccins. Les Camerounais ne sont pas en train d'aller se faire vacciner. Il fallait trouver le moyen d'imposer ce vaccin aux Camerounais. Ils ont voulu jouer un jeu de dupes et ils se sont fait harakiri. Et maintenant, il faut un rétropédalage avec ce qu'ils font là. Et là, maintenant, il y a un danger. Parce que comme je le disais à Bafoussam, ce qui est arrivé à Bafoussam, avec des enfants qui sont arrivés et qui ne savaient plus comment repartir, le même problème peut se poser ailleurs. Et s'il y a un drame, qui va payer? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Qui va payer la facture de cette inorganisation au niveau hiérarchique dans la gestion étatique d'un point de vue gouvernemental? Moi, je pense que c'est dangereux d'agir de cette façon. Il faut qu'on apprenne à anticiper, que notre gouvernement apprenne à anticiper. Parce qu'il s'agit de vie. Quand on prend des enfants des écoles primaires, qu'on envoie, on achemine dans des stades comme ça, et qui se retrouvent dans des stades sans savoir comment ils vont faire pour rentrer, c'est dangereux. Là. Il ne faut pas mésestimer ce genre de choses. Donc, ce qui va se passer là maintenant, c'est qu'il n'y aura plus de vaccin. Le verrou va sauter, vous allez voir dans les jours à venir. Et ça sera un rétropédalage dont on n'avait pas besoin. L'analyse de Bernard Choutan sur la question des stades vides et les mesures prises par le gouvernement camerounais pour y remédier. Oh, vous savez, personne n'a la science infuse. Hein. Donc, il part d'un bon sentiment, se disant que voilà, si on libère les Camerounais un peu plus tôt, ils vont aller au stade. Mais c'est pas le problème. Nous savons tous que les gens vont pas au stade parce que les billets sont chers, parce que les stades sont loin, parce qu'il n'y a pas les transports pour acheminer les gens vers les stades. Les routes parfois sont barrées quand il y a un match. Donc, il y a tout ça. Moi, je pense qu'on ne doit pas sacrifier ou l'école, quoi que ce soit, pour le football, même si c'est une fête nationale. L'école devait continuer. Le gouvernement ne devait pas prendre cette mesure. Moi, je pense qu'on aurait dû prendre une autre mesure. La mesure la simple qu'il fallait prendre, c'était celle-ci. Permettre aux jeunes qui sortent des cours à une certaine heure, avec des bus, comme mon frangin a dit, acheminer vers les stades et revoir au niveau des tickets. Parce que vous savez tous que le Camerounais, 6 000, 8 000 francs CFA pour un Camerounais, c'est beaucoup d'argent. Parce que j'ai aimé le message que j'ai lu de M. Lunis Pascal Fouda, qui a dit que le football, la CAN organisée, c'est un sport populaire, c'est pour la population, c'est pour la masse. Donc, on sait très bien qu'au Cameroun, 6 000 francs, 8 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent pour un simple Camerounais. Les Camerounais sont passionnés de foot, ils adorent le football. Normalement, tous les stades devaient être pleins. Comme on a dit, le vaccin a été vraiment quelque chose qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, le Camerounais a peur d'aller au stade parce qu'il s'est dit, si je vais au stade, il peut me vacciner pour aller regarder un match de foot. Et en plus de ça, j'ai les fan zones. En plus de ça, j'ai la télévision. Mais pourquoi je vais aller au stade me vacciner pour aller regarder un match de foot? Donc, la première erreur, c'était le vaccin. Bon, alors, est-ce qu'on avait le choix? Non, parce que l'international nous avait imposé ça. Mais comme il a dit, du moment où Mané et Sané sont là, qu'un gouverneur, comme Abafam l'a fait, il décide que, bon, écoutez, à partir de maintenant, il y a vos pieds d'entrée pour entrer au stade. Et on peut, nous, qui avons les moyens, certains qui ont au Cameroun un peu plus d'argent pour acheter des billets, offrir aux gens, on peut le faire. Parce que ça reste la fête nationale. C'est une fête au Cameroun. Et le Cameroun doit savourer, le Camerounais lambda doit savourer cette fête. Surtout que le Camerounais est passionné de foot. Normalement, tous les stades doivent être pleins au Cameroun. Et pour ça, on doit travailler sur deux choses, comme j'ai dit. Acheminer les gens pour aller regarder les matchs de foot, mais ne pas refaire ce qu'ils ont fait à Bafoussam, abandonner les enfants. J'ai regardé cette vidéo, l'enfant qui marche parce qu'on les a abandonnés, ça c'est dangereux. Et si on peut travailler, et si on fait en sorte que le football redevienne ces partis politiques où nous tous on se retrouve dedans et on a du plaisir à le faire. Et chacun à son niveau. Que ceux qui prennent la décision d'acheminer les jeunes au stade, qu'ils reprennent la même responsabilité de les ramener. C'est pas normal que tu amènes un jeune et tu l'abandonnes. Ça se fait pas. Parce qu'il y a un prochain match, tu vas aller le chercher, il va refuser de venir. Et n'oublions pas aussi une chose, il y a l'aspect politique. Vous savez très bien que actuellement au Cameroun, avant la CAN, il y a des Camerounais qui sont en prison parce qu'ils ont tout simplement revendiqué le droit qui est le droit fondamental pour tout Camerounais, la liberté d'aller et de venir. Parce qu'ils ne sont pas contents avec les choses, ils sont allés marcher, on les a mis en prison pour 7 ans, ça aussi, cet aspect-là aussi, vous savez, il y a des jeunes, moi je prends un exemple de M. Biboum Nissa par exemple, sa femme, ses frères, ses amis, ils vont aller faire constat, ils ne sont pas heureux, ils vont rester à la maison. Donc, il y a des moments où on doit aussi réfléchir sur l'aspect national. Actuellement, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout le peuple camerounais qui doit le vivre. Même nos frères qui sont au nord-ouest, au sud-ouest, ils ne vivent pas comme nous qui sommes à Yaoundé. Voilà, moi qui suis ici avec vous. Donc, la famille d'un monsieur comme Biboum Nissa, il est en prison. Qu'est-ce que vous voulez que la Coupe d'Afrique des Nations l'apporte? Il s'en fiche complètement. Donc, il y a aussi des messieurs comme celle-là, un peu, donner un peu, libérer un peu certaines personnes qui ont peut-être commis des actes qu'il ne fallait pas pour certaines personnes. Mais moi, j'estime que c'est tout à fait normal. Quand on est
un être humain, on a le droit d'aller et de venir, on a le droit de marcher si on veut. Mais aller prendre 7 ans pour ça, je pense que ça a aussi fait en sorte qu'il y a des Camerounais qui se sont dit, seulement pour ce qui s'est passé là, moi je vais pas au stade. Donc, il faut que le politicien aussi, monsieur Yenga, vous qui êtes là, qui faites de la politique, qui est plus politicien, qui est du RDPC, qui gouverne le Cameroun, comprenez aussi que parfois, quand il y a une fête comme celle-ci, on peut accepter que, voilà, certains qui ont fait des bêtises, on les laisse sortir parce que, tout simplement, c'est le pays, c'est le Cameroun tout entier qui vit cet événement. Et ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des frères, ils ont des amis proches, ils ont un parti et qui peut aussi jouer l'aspect négatif. J'aimerais qu'on parle justement de la commission mobilisation. Quelle est la part de responsabilité de cette commission dans ce qu'on vit avec les stades qui peinent à se remplir? La commission chapeautée justement par le ministre des Arts et de la Culture. Oui, Lila, permettez d'abord que je colle un commentaire sur les propos de M. Bernard Toutan. Bien entendu. Je voudrais tout simplement dire au grand frère Bernard Toutan que j'ai beaucoup aimé dans les années 2000 avec le dossard numéro 7. La manière de jouer au football, et j'apprécie aussi le fait qu'il a un œil sur la politique parce que c'est la politique qui construit le pays. Si tous les Camerounais parlaient comme ils parlent là concernant Biboun Issac, nous ne serons pas à ce niveau. Et je voudrais aussi dire au grand frère Bernard que si Biboun Issac avait mis le feu dans ce pays, on n'aurait pas organisé la CAN comme elle est organisée aujourd'hui. Donc, le politique n'est en rien... Est-ce que c'est ce qu'il a fait, Biboun Issac? Est-ce qu'il a mis le feu à la République? Vous savez, lorsqu'on vous dit être libre, c'est obéir aux lois que nous nous sommes prestés. C'est ce que nous dit Thomas Hobbes dans le Léviathan. Vous comprenez? J'aime toujours à le dire, et c'est sur votre plateau que je le disais, que vous trouvez des élèves dans une salle de classe, calmes, les garçons sont torse nus, les filles ont les pieds posés sur la table. Il y a du désordre. Vous comprenez un peu? Il y a du désordre parce que la loi interdit que les hommes soient torse nus en pleine classe et que les filles posent les pieds sur la table. Une fois que la loi a dit ne marchez pas, il ne faut pas marcher. Vous comprenez? C'est ça le Léviathan, c'est-à-dire que celui dont nous-mêmes nous avions choisi de gérer nos institutions. Encore que Biboun Issac n'a pas été pris. Il a été interpellé à son domicile. Je veux dire, il a été interpellé à son domicile. Nous sommes tous des jeunes politiciens, vous comprenez, non? Oui. Vous croyez, moi je suis du RDPC. Vous savez combien de fois j'ai été interpellé? Je suis interpellé tout simplement parce que je me retrouve là où il ne faut pas être. Vous comprenez? Son domicile? Non, pas à son domicile. Non, on vient vous prendre à votre domicile parce que on vient justement vous prendre parce que vous avez commis un fait là-bas et vous êtes venu dans votre domicile. Vous voulez qu'on parte vous prendre ou à la présidence? Donc je voudrais tout simplement dire à M. Bernard Toutan que le président Paul Biya est le père de la nation et il a reçu ses doléances. C'est le tribunal militaire qui fait son travail, ce sont les tribunaux qui font leur travail. Maintenant, nous, au niveau du politique, nous comprenons que tout le monde est faillible. Tout le monde peut à un certain niveau, surtout qu'il y a des leviers. Et ça, il faut aussi le souligner. Et c'est le message que va envoyer à M. Bernard Toutan que la diaspora, une certaine diaspora camerounaise, est en train de dérouter certains jeunes. Vous savez, moi-même qui vous parle là, est-ce que vous savez des propositions qu'ils me font pour que j'entre dans la débandade pour tirer sur l'état du Cameroun, sur les plateaux? Mais moi, je sais que le Cameroun de demain m'appartient. Le Cameroun de demain nous appartient en tant que jeunes. Donc ces gens de la diaspora qui financent les marches au Cameroun pour je ne sais quelle raison et qui veulent mettre le feu dans ce pays, ils veulent nous faire du mal. Parce que moi je donne beaucoup pour mon pays. Et il faut que demain ou après-demain je récolte les fruits de ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes frères Biboun Issac et autres. Que les gars, vraiment on passe sur les plateaux, on défend nos partis politiques. C'est bien normal que tout le monde puisse adhérer à un parti politique de son choix. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas que le Cameroun prenne feu. Parce que si le Cameroun prend feu maintenant, ces vieux-là, ils vont mourir. Excusez-moi du terme. Mais le Cameroun de demain nous appartient, comme l'a si bien dit le président Paul Biya. Nous sommes le fer de lance de la nation, nous sommes le Cameroun de demain. Donc, si le problème est posé tel qu'il est posé, je sais que le président de la République a fait sortir beaucoup de gens de la prison. Je crois qu'il va pencher sur le problème. Moi, je n'ai pas le pouvoir. Je sais seulement que j'appartiens à un parti politique. Il va se pencher sur le problème et voir avec le tribunal militaire pour voir comment alléger leurs tâches ou alors les faire sortir. Maintenant, quand je l'ai dit, je voudrais vous dire, le Cameroun est en train de faire ce qu'aucun pays en Afrique n'a pu faire jusqu'à l'heure actuelle. Nous organisons une CAN à 24 équipes. Une mini-coupe du monde, je veux dire.
Et nous organisons dans des situations sanitaires extrêmement difficiles. Et c'est là où je veux dire à Georges que lorsque vous parlez d'anticipation, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous savez bien que la CAN a voulu être retirée. Et à la dernière minute, ils se sont penchés sur le plan sanitaire en nous disant de proposer au ministère de la Santé de proposer ce qu'ils ont donné. En fait, je vous interrogeais, la question que j'ai posée, c'est la responsabilité de la commission chapeautée par le ministre des Arts et de la Culture, Oui. sur la mobilisation dans les stades. Est-ce que vous savez déjà qu'il y avait une commission mobilisation? Oui, je sais qu'il y a une commission mobilisation. Est-ce qu'elle a joué sa partition? Oui, la commission mobilisation ne peut pas jouer la partition dès lors qu'à un moment donné, les mains sont liées. Vous comprenez? Vous pouvez vouloir mobiliser les Camerounais alors qu'il y a une barrière qui est quoi? Le vaccin. Les Camerounais, pas les Camerounais, nous ne supportons pas le vaccin. Et c'est le vaccin qui crée ce problème. C'est le vaccin qui est cette barrière à l'entrée. Et qui nous impose le vaccin? C'est la communauté internationale. C'est la CAF qui nous a imposé le vaccin. Ce n'est pas la FECAFOOT, ce n'est pas le ministère des Sports. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce qu'eux-mêmes, ils commencent à comprendre que même au niveau de la CAF, lorsqu'il y a un manque à gagner au Cameroun, il y a aussi un manque à gagner de ce côté-là. Et ils n'ont pas vu qu'à notre niveau, peut-être ils ne voudraient pas qu'on parle. Nous avons des moyens. Peut-être des moyens pas trop catholiques comme ils disent, mais nous nous soignons à notre niveau avec nos écorces et tout, et on peut savoir comment se maintenir en vie si jamais nous sommes contaminés. Donc, qui nous laisse cette histoire de vaccin qui permette à ce que les Camerounais aillent vivre leur canne. Et j'apprécie, il y a certains gouverneurs qui ont pris sur eux, malgré le fait que certaines chaînes et certains journalistes ne voient que ce qui est mal, vous ne voyez pas la force que le gouverneur a pris pour dompter cette loi et remplir le stade. Vous voyez seulement les 2 élèves qui sont restés en cours de route. Je voudrais vous dire que par moment aussi, soyons Camerounais. Lorsque nous venons sur les chaînes de télé, sachons que les gens nous regardent. Parlons d'abord ce qui est bien, même si nous allons souligner en rouge ce qui est mauvais. Ce que moi j'ai retenu de Bafoussam, c'est que quelqu'un s'est quand même levé et il a dit: je porte sur moi d'amener les enfants au stade. Je porte sur moi de mettre. Parce que moi j'ai comme impression que vous penchez plus sur le fait que 2 élèves sont restés. Hein? Ce que nous devons faire ici, c'est l'apologie de ce monsieur-là qui s'est levé. Jean-François Yenga, on est dans un contexte au Cameroun où on remarque, on parle tous les jours des disparitions d'enfants. Oui. Ces enfants qu'on ne retrouve pas, ces rites finalement qu'on pratique sur des enfants. Est-ce que, partant de ce contexte-là, la situation de ces enfants qu'on a retrouvés abandonnés au stade comme à Bafoussam ne devrait pas un peu plus interpellé, malgré la bonne volonté du gouverneur de la région de l'Ouest? Ça nous a interpellés, vous comprenez, non? Ça nous a interpellés et c'est pour ça que nous sommes en train de parler. Sauf que lorsque nous parlons, je crois qu'il y a un événement en amont qui est plus important que les 2 enfants qui sont restés et qui ont été retrouvés et n'ont pas disparu. L'événement que nous devons brandir ici aux yeux du monde, c'est vous qui avez dit qu'on vend la canne. Est-ce que vous savez que nous sommes suivis à l'extérieur? Nous sommes suivis de partout. Les 2 enfants qui ont disparu, là, c'est le linge sale qui se lave en famille. Moi, en tant que représentant d'un parti politique, je voudrais donc vous dire que comme nous sommes au moment de la canne, et que nous venons sur les chaînes de radio et de télévision, la meilleure façon donc de vendre notre canne, c'est de montrer que le gouverneur a signé et il a pris sur lui d'amener les gens au stade pour rehausser l'image de marque. Anthony Plat, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. D'accord. On va bientôt vous libérer, hein, mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous taquiner un tout petit peu. Si bien sûr vous le permettez. Non, je vais y aller. Alors, les Camerounais ont parfois relevé, depuis le 9 janvier en passant, l'absence d'un commentateur sportif plutôt connu. Pas inconnu de vous, peut-être pas physiquement, mais à travers... ce serait bien que j'ai votre image à l'entête pendant que je vous taquine. Pas inconnu de vous, je le disais, mais peut-être pas physiquement, mais à travers les écrits. En février 2021, au moment où vous êtes connu à travers des posts sur les réseaux sociaux, vous disiez justement d'avoir jamais entendu parler de ce commentateur-là, mais je crois qu'après, vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à son travail. Est-ce que vous direz que cette personne manque à cette Coupe d'Afrique des Nations ? Vous savez de qui je parle? Je ne vais pas rentrer dans le contexte de manière pleine, parce que bon, ça relève de l'extra sportif, je dirais, c'est hors professionnel. Non, de ce que j'ai compris, ce qu'il a fait par rapport au Cameroun en termes de commentaires de match et ce genre de choses, moi je pense qu'il mériterait d'être là, et peut-être qu'il y a des gens qui doivent... à qui il va manquer. Ensuite, derrière, ce sont des histoires qui sont vraiment extra sportives, donc moi je ne vais pas m'en mêler. Puis, bon, sur le coup, ça a fait polémique, mais ça, vous parliez des influenceurs tout à l'heure,
C'est le problème des réseaux sociaux qu'on a de nos jours. Moi, je pense qu'on doit tous lâcher les égos et travailler vraiment, que ce soit les médias, les joueurs, les staffs, tous les footballeurs, tous ceux qui aiment le foot, travailler dans le sens du progrès et du développement du football africain, et pas forcément en allant copier-coller des modèles d'ailleurs. Derrière, je pense qu'il a mal réagi à ma publication parce qu'il me connaissait pas non plus, très certainement. Bon, moi, j'étais diffusé au Cameroun bien avant sur les bouquets Star Times, ce genre de choses, mais avec Fox Sports et ESPN, on n'est pas sur l'Afrique francophone les plus suivis. Mais Nuhu Tolo, je l'ai commenté avec j'avais des fans, des téléspectateurs camerounais qui m'écrivaient en pleine nuit, là, parce que Seattle, les matchs, quand ils jouent là-bas, c'est à 3h du matin ou 4h du matin, heure camerounaise. Donc, non, pour moi, je pense qu'il y a une cause commune qui est très importante. Derrière, ce sont des polémiques qui sont futiles et qui, en fait, détournent l'attention sur ce qui est vraiment réel. Le problème, pour moi, pour le CHAN, c'est que, voilà, ce que je disais, c'était de manière directe, l'histoire de taper les poings sur la table. Mais à l'époque, je me suis dit, si on laisse passer ça, on va avoir des dérives un petit peu partout. Et on a vu ce qui s'est passé avec Gambie-Gabon, on a vu ce qui s'est passé avec Sierra Leone-Bénin ensuite. On a pu voir beaucoup de problèmes de cette façon-là. Et le protocole, encore, la responsabilité elle revient de la CAF. C'est le protocole vis-à-vis des tests Covid qui est pour moi, qui n'est pas au niveau, tout simplement. Donc, vous savez, les médias étrangers, toujours, ils saisissent la moindre opportunité pour véhiculer une image négative de l'Afrique. Et j'en discute avec beaucoup de gens qui sont dans des instances, qui sont des Africains, même dans des grandes instances en Europe. Et on arrive toujours, quand on discute au même point, c'est qu'est-ce qu'on fait pour véhiculer une image plus positive du football africain en général. Et ça passe par éviter ce genre de choses ou ce genre de problèmes. On a vu la même chose avec RDC Bénin. Bon, c'est l'arbitre qui commet une erreur, mais qui ensuite va truquer la feuille de match. Qui volontairement met la mauvaise minute. Derrière, on n'a pas de poursuite, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de. Donc pour moi, c'est ce qui est fondamental. Ayant travaillé sur l'organisation de compétitions internationales au niveau local en Afrique, les coupes de l'UFOA en Afrique de l'Ouest, je peux vous dire qu'il est très important, si vous voulez vendre votre compétition, de véhiculer l'image la plus positive possible, de communiquer de manière positive, et s'il y a un problème, il faut le résoudre. Sur la première coupe de l'UFOA, c'était au Ghana, à Cape Coast. L'arbitre décide de mettre 10 ou 11 minutes de temps additionnel et de siffler un penalty imaginaire à la fin du match pour que le Ghana passe. Et ça, c'était une affaire de corruption. L'arbitre, il a été suspendu, il s'est pris 13 ans de suspension ensuite, parce que le fameux journaliste Anas, qui est fameux au Ghana, il avait sorti un documentaire sur les corruptions dans la fédération ghanéenne et vis-à-vis des arbitres, et de nombreux arbitres ont été suspendus. Donc ces problèmes-là, il faut essayer de les résoudre à la source. Et on n'a pas eu ce genre de problème quand on a fait la deuxième à Thiès, au Sénégal, en 2019, ça s'est mieux passé. Donc l'image, c'est important parce que tout ce qu'on voit de l'Afrique à l'extérieur, malheureusement, c'est pas positif. En fait, ce qu'on retient... Le cas de Sierra Leone-Bénin, par exemple, les médias ne parlaient pas des qualifications des éliminatoires de la CAN. Personne, nulle part, que ce soit Sky Sports ou, je sais pas, n'importe quel média que les Français peuvent suivre en France. Nous, ici, on a Sky Sports ou BT Sports, par exemple, et là, on a parlé de Sierra Leone-Bénin pour ces problèmes de faux tests, enfin de ce papier qu'on a donné avec les noms des tests Covid, des joueurs positifs, les Béninois en Sierra Leone. On n'en parle que de ça, mais quand il s'agit de parler football ou du football africain, à l'extérieur, on en parle très peu et c'est dommage. Et c'est pour cela que moi, j'avais tenu à sortir à l'époque. Anthony, ce qu'on retient, en gros, c'est que la présence de ce commentateur, sur le plan sportif, bien sûr, aurait pu ajouter quelque chose à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, j'imagine. Après, c'est vraiment au public qu'il faut demander. Vous savez, le public est roi. C'est eux qui décident. Hein. C'est eux qui payent leur abonnement, c'est eux qui payent leur télévision. C'est à eux de voir. Mais s'il était l'icône qu'il est au Cameroun, ouais, certainement. Vous savez, les Français, ils ont leurs icônes comme commentateurs. Nous, dans les pays anglophones, on en a aussi. Je veux dire, sur Sky Sports, on a Jury, qui est c'est un monument du commentaire en live. Donc non, ça c'est aux gens de répondre. Moi, je peux pas parler de choses que je connais pas véritablement, pour être honnête avec vous. Mais si jamais il était un monument, je pense qu'il doit manquer à certaines personnes et à certains téléspectateurs. Pour moi, c'est une évidence. Après, derrière, ce sont des affaires, encore une fois, extrasportives, donc je vais pas rentrer là-dedans. En respect aux personnes impliquées, que ce soit lui, comme toutes les personnes impliquées, ou même sa famille. Parce que bon, au final, tout le monde souffre, je pense, dans cette histoire.
Alors, avant de vous laisser partir, parce que je sais que vous devez partir, vous êtes sur le qui-vive en ce moment, vous êtes certainement au fait des perturbations enregistrées cette semaine à Buea, quand on sait que la Coupe d'Afrique des Nations se joue également dans la région du Sud-Ouest. Vous êtes au Cameroun depuis longtemps, vous êtes certainement au courant de ce qui se passe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En tant qu'étranger, quelle est la perception que vous avez justement de cette crise ? Cette crise, pour moi, c'est dommage. Vous savez, je réside dans un pays qui s'appelle la République d'Irlande. Ça peut pas complètement s'apparenter, mais c'est un petit peu de la même façon. On a la République d'Irlande et l'Irlande du Nord qui appartient au Royaume-Uni, qui est toujours colonisé d'une certaine façon. Et on a toujours eu des combats, des guerres à Belfast. Vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler des Bloody Sunday. Vous avez les unionistes, ceux qui veulent se rattacher à la République d'Irlande. Et vous avez les loyalistes, ceux qui veulent rester colonisés par le Royaume-Uni. Et là, je pense que les séparatistes anglophones essaient de se faire entendre comme, voilà, beaucoup de peuples peut-être essaient de se faire entendre. Cette crise-là, pour moi, elle est fort dommage parce que vous connaissez cette expression, diviser pour mieux régner. Et au final, je pense qu'il y a des deux côtés. On peut supporter ou soutenir qui on veut. C'est le peuple qui souffre au final. Et ça, pour moi, c'est ce qui est dommage. On peut le voir un petit peu partout. On a aussi ça dans d'autres pays d'Afrique, mais pas seulement. Dans d'autres continents, un petit peu partout dans le monde. Là, c'est un contexte géopolitique particulier. Apparemment, il y a eu des coups de feu, je crois que c'était mercredi, si ma mémoire est bonne. Oui. Les équipes n'ont pas souffert, n'ont pas entendu quoi que ce soit. Donc, à partir de là, moi, je peux pas m'exprimer, j'étais pas sur place. Mais vis-à-vis de cette crise, moi, je trouve que c'est dommage en Afrique, on se batte sur des lignes qui ont été tracées il y a très longtemps par des colonisateurs et qui ont bien tracé leurs lignes pour diviser les tribus, pour diviser les gens. Et l'histoire écrite se répète malheureusement. Moi, je trouve ça dommage parce qu'au final, c'est le peuple qui souffre et ça fait mal au cœur. Merci. Quel que soit le bord. Merci Anthony d'avoir été avec nous. Je sais que vous devez partir parce que, encore que je vous ai pris trop de temps, vous devez aller préparer rapidement la rencontre de tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. On se parle certainement tout à l'heure. Merci Anthony. Merci à vous et le bonjour à tout le monde. Et profitez bien de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça passe très vite et j'espère qu'on va avoir un beau spectacle encore une fois. À très bientôt. À très bientôt. Alors, Georges, est-ce que jusqu'ici, il y a une équipe, on sort rapidement de ce sujet, est-ce que jusqu'ici, il y a une équipe qui se démarque par son jeu ? Oui, non, je pense que on l'a dit tout à l'heure, le Nigeria, sur sa première sortie contre l'Égypte, est une équipe qui a montré sur tous les plans, c'est-à-dire que ce soit sur le plan de l'efficacité, que ce soit individuellement, que ce soit au niveau du plan de jeu, la cohérence, que ce soit au niveau de son équilibre attaque-défense. Je pense que le Nigeria a montré qu'elle est pour le moment déjà prête pour cette compétition. Jean-François. Oui, et puis on va parler de la crise avec Bernard. Oui, il y a le Nigeria, oui. Il y a le Cameroun aussi. D'accord. Il y a le Cameroun aussi qui monte d'un cran. Je crois que d'autres équipes aussi, comme le Sénégal, vont se réveiller par la suite et même l'Égypte. Alors, Bernard Choutan, pour parler de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest avec vous, vous faites constamment des posts sur les réseaux sociaux, sur la situation qui prévaut justement dans ces deux régions. Comment est-ce que vous la vivez ? Difficile d'imaginer une seule seconde que nous, à Yaoundé, à Douala, ici en Europe, on vit cette Coupe d'Afrique des Nations avec tellement de joie, avec tellement de bonheur, de voir que les Camerounais savourent ce moment. Quand je regarde les fan zones, quand je regarde la télévision, quand j'écoute mes frères qui sont là-bas, mon fils est là-bas au Cameroun, il va au stade. Je suis tellement heureux pour eux, mais j'ai toujours une pensée pour nos frères au Nord-Ouest aussi. Parce que j'estime que, vous savez, comme dans une maison, si vous êtes 5 frères et que vous avez 4 frères qui sont bien, un qui est malade, vous ne pouvez pas être heureux. Même si vous avez un mariage, vous ne pouvez pas être heureux. Donc, moi, je vis cette Coupe d'Afrique des Nations avec la larme du côté de mes frères anglophones. Surtout que, vous savez, moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec des footballeurs anglophones dans l'équipe nationale du Cameroun. Que nous avons notre grand frère James Tato qui est mort, Tato Stephen qui est mort il y a 1 an déjà. Que ce soit les Ndiba Moukete, que ce soit les Efon, que ce soit Ndié Fipayos. C'est des gars avec qui j'ai joué. On a toujours été comme une famille. Et aujourd'hui, de savoir que ces garçons-là ont perdu une tante, un oncle. J'ai toujours dit que mon papa, il était gendarme. Il était gendarme. Et j'ai grandi au camp Yaya. J'allais quand j'étais tout petit, avec tous ces gendarmes. Et de savoir qu'il y a des jeunes garçons, des jeunes Camerounais dans l'armée qui vont mourir tous les jours. On parle depuis les 2000 Camerounais qui sont morts, qui sont nos frères, qui portent la tenue, qui défendent. Aujourd'hui, moi, j'ai défendu les couleurs du Cameroun en portant le maillot des Lions. Donc, eux, ils défendent le Cameroun en portant la tenue militaire. Ils vont mourir dans le champ parce que, tout simplement, nous,
entre frères, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à s'asseoir, on n'arrive pas à prendre le temps de nous dire qu'est-ce qu'on fait, réfléchissons un peu. Monsieur Yenga dit aujourd'hui que le Cameroun de demain nous appartient à nous, notre génération. Et quand je vois comment, dans ce Cameroun, on est devenu insouciant, dans ce Cameroun, comment la mort est devenue quelque chose qui est devenu banal. Monsieur Yenga, excusez-moi un peu, je reviens sur ça. Vous avez dit tantôt que ces 2 garçons qu'on a plus ou moins abandonnés à Bafoussam, c'est pas grave. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est de ça qu'on doit parler. Non, parce qu'une seule vie humaine, la Coupe d'Afrique des Nations ne vaut pas la vie de quelqu'un. Non. Donc c'est la même chose au nord-ouest, au sud-ouest. À un moment, monsieur Yenga, je sais que vous êtes comme moi, vous souffrez dans votre cœur parce que vous n'êtes pas content de ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Vous n'êtes pas content parce que jusque parmi les militaires, il y a peut-être un de vos amis qui est mort. Moi, j'ai perdu quelques amis militaires qui sont morts là-bas. Je peux vous dire, ça me fend le cœur de savoir que nous, on est heureux à Yaoundé, à Douala. Même à Limbe, on va jouer une compétition. Imaginez une seule seconde ce qui s'est passé en Angola avec l'équipe du Togo, arrive à Limbe. Est-ce qu'on va dire? On nous a parlé tellement des balles qu'on tire. On a parlé de notre député du SDF qui est mort. Imaginez un seul footballeur prendre une balle. Imaginez un seul joueur être kidnappé là-bas. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc je reviens encore à ça. Vous qui... Moi, je suis de la société civile. Moi, je suis un ambassadeur. Je suis ambassadeur parce que le chef de l'État m'a donné ce qu'on appelle la médaille. Je suis médaillé. Donc, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que celui qui est fâché, celui qui est content, quitte d'un point A, d'un point C, un point A, et on se rejoint au point B. Pour que nous soyons tous Camerounais appelés à nous parler. Tu as parlé de la génération, de notre génération. Donc, demain, le pays nous appartient. Donc, il faudrait qu'on fasse tout. Que ce soit ceux qui sont en détention, que ce soit ceux qui sont des moments difficiles à la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, on puisse arriver à un moment. J'avais espéré, j'avais fait une vidéo quelques jours avant la Coupe d'Afrique des Nations, j'avais espéré que, j'avais demandé, comme quelqu'un m'a écrit à me disant que monsieur, vous êtes naïf, parce que j'avais demandé que si le chef de l'État veut, il envoie Eto, il envoie Roger Mila au nord-ouest, au sud-ouest. Ils vont se calmer, ils vont dire, ok, comme les footballeurs sont venus, on va peut-être leur parler, parce que eux, comme ils ne sont pas politiques, on va peut-être leur parler. Vous savez, Didier Drogba l'a fait en Côte d'Ivoire, après la victoire à Côte d'Ivoire, Coupe d'Afrique, il est parti à parler à leur frère qui a pris les armes, et on sait ce qui s'est passé. Donc je pense que nous aussi, Camerounais, on doit prendre conscience que ceux qui vivent au nord ou au sud-ouest, ce sont nos frères. Et actuellement, nous qui vivons à la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes heureux, nous sommes en joie, nous sommes contents. Quand je vois le bonheur des Camerounais, j'ai vu cette victoire 4-1 contre l'Éthiopie, j'ai vu le stade plein, j'ai vu les bonheurs, j'ai vu les réseaux sociaux. Les Camerounais sont heureux. Et croyez-moi que de l'autre côté, on a des Camerounais qui pleurent. Pensons à eux, s'il vous plaît. Jean-François Yenga, sur la mort justement de ce sénateur du SDF qui a été abattu, je le disais à l'entame de cette émission, en pleine rue, dans le chaudron finalement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, c'est déplorable. Vous avez l'impression que nous, RDPC, ça ne nous dit rien. Ce sont les fils de la nation qui meurent et ça touche beaucoup. Et nous remercions même le président parce que vous verrez que ce qui est arrivé en Éthiopie, que les rebelles sont en train d'entrer de vive force dans les grandes villes, pouvait déjà arriver au Cameroun. Donc ça nous touche beaucoup et c'est écœurant. C'est écœurant. Si je vous explique ce que nous ressentons, c'est écœurant au point où l'ennemi du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas au Cameroun. On va y aller rapidement. Nous combattons contre quelqu'un que nous ne maîtrisons pas, quelqu'un que nous ne voyons pas. Parce que les ressources financières qui financent la guerre dans le Nozo, j'ai des captures d'écran là de ceux qui envoient l'argent, nous avons même les reçus, de ceux qui envoient l'argent à Filma Chalono, No Piti et autres. Nous avons des captures. Et ces gens-là sont confinés en Europe, aux États-Unis. Nous les connaissons bien parce qu'ils sont là-bas, mais ils ont des passeports américains, français, ce qui fait que le gouvernement en place ne peut pas mettre main sur eux facilement. Agressez-vous à ces gens. Je veux dire à M. Bernard Toutan que le militaire est là pour protéger les hommes et leurs biens. Et les militaires camerounais en font déjà assez. Lui, à son niveau, en tant qu'ambassadeur,
je renvoie donc la balle à M. Bernard Tutan pour lui dire que moi particulièrement, j'ai des informations sur ceux qui financent la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je peux même lui faire des captures d'écran que nous recevons des agents que ces gens-là envoient. Comme nous ne sommes pas en Europe, qu'ils commencent d'abord par regrouper ceux-là là-bas en Europe et qu'ils coupent la chaîne financière qui ravitaille la guerre, le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça va beaucoup nous aider. L'argent qui vient des États-Unis, l'argent qui vient d'Angleterre, l'argent qui vient de la France pour financer cette guerre. Et moi, j'ai comme impression que lorsque ces Camerounais de la diaspora là viennent sur un plateau, ils viennent faire de la langue de bois, ils viennent faire de la précipitation, ils viennent même se moquer de nous. Parce que tout cela est attaché en Europe. Et je crois qu'il faut déjà que cela cesse. Et c'est en cela que moi, je tire la sonnette d'alarme au chef de l'État chaque jour. Que je sais qu'il est un père, je sais qu'il comprend, mais il faut déjà taper la main sur la table. Georges, est-ce que cette CAN peut être l'occasion finalement de retrouver l'unité nationale? Bernard Tutan parlait de Didier Drogba qui, après la CAN remportée par la Côte d'Ivoire, est allé justement parler aux populations. Non, c'était après la qualification pour la Coupe du Monde en 2006. Non, le contexte n'est pas le même. Hein. J'espère vraiment, nous tous, nous espérons que cette crise s'arrête. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu là où nous sommes, jusqu'où nous sommes déjà allés, je suis désolé, là, je ne vois pas comment, bien qu'étant un illustre footballeur, ou bien même que cette Coupe d'Afrique, non, le problème est beaucoup plus profond. Je pense que nos amis qui aujourd'hui gèrent le pays doivent s'activer véritablement. La guerre est asymétrique, donc ça ne peut pas passer par les armes. Moi, modestement et naïvement, j'ai toujours pensé que ça ne peut pas passer par le conflit armé. C'est le renseignement. C'est le renseignement qui peut faire la différence d'un côté. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il faut aujourd'hui se rendre compte du rapport de force. Le rapport de force est tel que je pense qu'aujourd'hui, l'État du Cameroun a un pas en avant et il faut revenir à la table de négociation. Moi, c'est modestement ce que je peux proposer. Maintenant, vraiment que les gens essayent de cesser cette crise parce que on peut vivre comme on le vit. On vit cette crise ici à Douala ou à Yaoundé comme ça. Et même dans d'autres régions où on ne ressent pas vraiment ça. Mais je peux vous dire que quand vous faites un tour de ce côté-là, c'est pas évident. Et ce sont des Camerounais qui meurent, que ce soit au niveau de l'État ou de l'autre côté. Donc il va falloir absolument que ça s'arrête. Merci Georges Midé d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Radio Sport Info, RSI. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous Jean-François et Yenga d'avoir été avec nous ce dimanche. Vous êtes un homme politique, vous militez pour le RDPC, au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci. Merci Léla. Merci également à vous Bernard Tutan. Peut-être un dernier mot, on va se quitter. Merci à tous. M. Yenga, du fond du cœur, on s'est appelé à entre nous frères, peu importe de quelle région, de quelle tribu, de quel parti politique, le Cameroun nous appartient, on aime ce pays plus que personne. Donc merci beaucoup. Faites ce que vous avez à faire, continuez à faire comprendre au Cameroun à quel point le Cameroun est un et un. Merci beaucoup. Bon dimanche. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Anthony Plat qui a été avec nous tout au long de cette émission. Mais je ne saurais partir sans remercier toute l'équipe, la grosse équipe derrière, de Mr. Moki, à Eric à la technique, Eric Gando, le réalisateur, Nono Fautu à la caméra, Mébel Chimie au maquillage. Vraiment, merci à toute l'équipe qui a porté cette émission. Vous le savez, avec les problèmes d'Internet, ce n'est pas toujours évident de pouvoir mener une émission interactive, 2 heures finalement, en ayant 2 personnes au bout du film. Merci énormément à vous. Également à vous qui nous avez suivis à la maison. Merci d'avoir été là. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.